Salam alaikum. Bonjour coach, bonjour mes confrères. Coach, je commence par un mot après un mois de cette CAN qui a été un échec pour nous tous, cette équipe nationale inattendue. Après un mois, quel est le constat que vous avez fait, tête reposée, avec du recul, et quels sont les facteurs qui ont causé cet échec-là? Ok. Donc c'est la question qui va prendre la moitié de la conférence de presse. Hein, c'est normal. Évidemment, pour évaluer une compétition, que ce soit un succès, que ce soit un échec, comme ça l'a été sur celle-là, il faut prendre le temps évidemment de bien réfléchir, de bien analyser, d'évaluer toutes les situations et d'observer, de regarder s'il le faut encore les matchs, même si on les avait, on les avait bien en tête, mais toujours important de regarder et d'avoir une analyse pragmatique, constructive, pour d'abord mettre le doigt et faire le diagnostic sur un mal, parce qu'il y a eu un mal. Un échec, c'est évidemment qu'il y a beaucoup de choses, il y a eu un gros dysfonctionnement. Et puis, surtout, puisqu'on a une compétition et des matchs à venir, très vite, trouver les solutions et soigner ce mal. Donc, l'analyse que j'en fais, c'est ça va nous prendre un petit peu de temps. J'ai l'habitude de dire que quand on obtient, et je vous l'ai dit plusieurs fois, pour ceux qui ont été attentifs un petit peu, quand on obtient un résultat ou un succès comme ça a pu être le nôtre sur les 3 dernières années, on va dire, c'est une succession d'éléments favorables, une succession d'éléments qui vont dans le même sens et qui s'ajoutent les uns aux autres. Je vous ai plusieurs fois dit que ce n'était pas le travail ou le résultat de ce qui est le plus apparent des joueurs à l'entraîneur. Non, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Donc, pour un échec, c'est aussi pareil. C'est une addition d'éléments défavorables, dont évidemment, qui est la résultante, c'est une faillite collective, c'est un échec dont je suis le responsable. Il n'y a pas de souci là-dessus, j'en assume totalement la responsabilité. Et évidemment, je ne suis pas le genre à me cacher, puisque, in fine, ce qui va apparaître, justement, ça va être les matchs, ça va être les performances, ça va être les résultats qui sont d'ordre de ma responsabilité avant toute chose. Donc, si on veut détailler tout ça, tous ces éléments défavorables, on va commencer par le début. Il y a une chronologie là-dessus à voir. Et déjà, je commence en disant que j'en suis le responsable, c'est ma responsabilité, il n'y a pas de souci là-dessus, mais je vais l'expliquer pour ceux qui veulent l'entendre et ceux qui veulent le comprendre, pour que ça soit bénéfique à tout le monde, puisque l'équipe d'Algérie est l'équipe d'Algérie, elle n'est pas l'équipe d'une personne, on est la propriété du peuple et de l'ensemble du pays. Donc on va expliquer, on va essayer de comprendre pour tous ensemble essayer de comprendre ce qui se passe et comment on va aller vers un avenir proche pour rapidement retrouver le succès sur une histoire de qualification de Coupe du Monde. Juste ça. Donc déjà, on va commencer par le début avant de rentrer dans le domaine technique qui sont les matchs. Parce que quand on dit un échec, une faillite collective, c'est finalement 3 matchs. Okay, donc avant d'arriver à ces 3 matchs, qu'est-ce qui s'est passé? Première des choses, préparation chaotique. Je parle de nous, je parle de notre équipe. Il ne faut pas me dire, moi en tout cas pas me le dire, dites-le vous entre vous, pensez-le comme vous le voulez,
mais les autres aussi, mais les trucs aussi. Chacun a sa manière de fonctionner, chacun a ses résultats. Quand en 2019 ou quand, je ne sais plus, pour les compétitions qu'on a jouées ou pour les matchs qu'on a pu jouer, on parle de notre préparation à nous, on parle de notre cheminement à nous. On ne dit pas le cheminement du Sénégal ou telle équipe, notre cheminement à nous. Ce que moi j'ai besoin en tant que coach et comment je procède et comment je fonctionne pour préparer notamment une équipe et une compétition. Donc déjà la préparation elle a été chaotique, je l'explique. Nous avions eu une date, et pourquoi je dis nous, particulièrement nous, déjà parce qu'on s'occupe de nos affaires, hein, avant de regarder les autres, et dans cette particularité et dans les difficultés qu'on a rencontrées dans cette préparation, c'est pas aussi pour tout le monde. Par exemple, si je dis qu'il y a une date qui a été établie le 27, date de rassemblement au départ, le 27 décembre, et qui finalement commence le 3 janvier, 2 jours, on a appris ça le 24 décembre, pour du 24 décembre, 2-3 jours avant le rassemblement, 2-3 jours avant, on nous apprend que voilà, l'effectif sur lequel je devais compter le 27, finalement, je vais devoir le compter que sur le 3. Donc c'est déjà, sachant que notre premier match, on sait que cette compétition, elle est en plein milieu d'une saison, donc on n'est pas comme en fin de saison où on a 15 jours devant nous pour préparer. Donc les délais sont vraiment très 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 courts. Et le temps de préparation est vraiment très 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 court. Donc de passer de 27 au 3, ça fait déjà beaucoup pour un match le 11. Ok ? Et ce qui me reste après le 3, une grosse semaine. Avant le match le 11. Pourquoi je dis que ce qui nous incombe à nous, notre préparation à nous, on n'a pas à la comparer à d'autres équipes, ça c'est une chose, mais en même temps j'ai envie de dire pourquoi on n'a pas à la comparer à d'autres équipes, parce que déjà c'est notre fonctionnement à nous, on sait ce qu'on va faire, on sait ce qu'on va mettre à l'intérieur de cette préparation et de ce délai qui nous est imparti. Il y a aussi le fait que nous, peut-être, nous avons des joueurs qui sont concernés par les matchs de Boxing Day, par exemple, par les matchs du début janvier, peut-être que d'autres équipes ne l'ont pas. Donc, c'est tout. Entre autres, sont les différences. Donc, déjà, une date qui est changée 2 jours juste avant. D'une préparation qui a été mise en place, pensée, réfléchie, 3-4 mois à l'avance. Donc ça, voilà, déjà, gros point d'interrogation, pas point d'interrogation, mais constater que manquer de considération ce continent. Mais chéri Hnaya, tout le continent, 2 jours avant, nous dit finalement, ce ne sera pas le 27, ce sera le 1er janvier, le 3 janvier. Donc ça, déjà, c'est déjà une première chose. Donc compter sur 28 joueurs le 27 décembre, je me retrouve à avoir... combien on est venu à combien? On arrive à Alger, on était le 27, on devait être 13. Donc déjà moins de la moitié. Hein? On va y aller chronologiquement pour avancer tranquillement. Je vous ai dit, c'est la moitié de la conférence, il me semble. Il va falloir être patient et attendre, puisque ça va répondre, j'en suis sûr, à beaucoup d'autres questions. Mais c'est ma réponse à moi à cette question qui est très générale. Donc déjà, il y a ce démarrage tard, avec l'arrivée vraiment tardive des joueurs, ceux qui arrivent, ceux qui n'arrivent pas. On se dit, c'est pas grave, on attend, on essaie de travailler avec ceux que l'on a, puisque c'est des groupes de 12, c'est des groupes de 13, on essaie de travailler avec ce que l'on a, avec un match prévu le premier. Donc d'ores et déjà, match annulé. Ça, c'est encore autre chose. Nous, pour dire la vérité, on ne va pas dire que c'est juste la Gambie qui est annulée, qui est sans la moindre, sans conscience, vraiment sans scrupule. Galouna, match annulé demain ou après-demain, comme si c'était un match adi, malgré que nous, on était dans une difficulté aussi à fournir une équipe. On était là, on était 13, l'autre il vient, on manque de gardien de but, on ramène Medjadel, bref, on essaye de bricoler pour absolument jouer ce match-là. Finalement, on nous annonce qu'il n'y a pas de match. Ok, on continue le boulot. On se prépare pour ce match du Ghana, on commence à voir arriver un peu plus de joueurs. On arrive à présenter une équipe. Nous jouons ce match du Ghana qui se passe, à mon goût, bien. Évidemment, tout n'est pas parfait dans ce match-là. Voilà, faire quand même une bonne prestation, gagner, ne pas encaisser de but, tout ça. Vient s'ajouter maintenant, et c'est là où je vous avais dit quand j'étais là-bas, quand j'étais en Afrique, certains journalistes qui étaient là, je ne peux pas tout dire. Même aujourd'hui, vous allez essayer de comprendre vous-même, parce que normalement les FEHMO comprendront, mais je ne peux pas aussi dire
clairement les choses. Nous avons eu 5 joueurs, seulement 5 joueurs qui n'ont pas eu le Covid. On voit comme ça 5 joueurs qui n'ont pas eu le Covid. Avec les conséquences que ça a. C'est-à-dire, en fonction des endroits, ici et là, où nous étions, il y a des législations. D'un joueur, d'une personne qui a le Covid, il y a une législation. Je vais vous donner un exemple. Youssef Blaili, quand il revient d'Algérie le 23 décembre, à l'aéroport, il est positif. Il y a un système qui se met directement en place, 10 jours de quarantaine. J'ai parlé de Youssef Blaili parce que tout le monde le sait, tout le monde l'a entendu, et donc je parle du quelqu'un. Je vous donne un autre exemple. Serge Romano. Ce que je vous ai dit, seulement 5 joueurs ne l'ont pas eu. On est 28, ça en fait combien qui l'ont eu? 23. Déjà, j'ai commencé par les joueurs. Moi, je ne suis pas joueur, malheureusement. Donc 23 qui l'ont eu. Donc je vais sortir des exemples. Ceux-là, c'est ceux-là qu'on a vu le plus. Serge Romano qui n'a pas rejoint, puisque aussi la moitié du staff technique, dont moi-même, vous êtes bien renseignés, on a eu le Covid pour la 2e fois, la moitié du staff de sécurité, la moitié du staff, plus de la moitié du staff administratif. Donc bref, une hécatombe. Et tout ça avec les règlements, je vous ai dit, ici et là. Je n'entrerai pas plus dans les détails, ça peut être problématique. Serge Romano, qui arrive au 2e match, qui rentre dans cette catégorie de joueurs qui a été contrôlés positifs au moment au truc, et qui rentre dans ces histoires de quarantaine. Ça aurait pu être le cas de beaucoup de joueurs. Si, voilà, il y a une gymnastique qui s'est opérée, tout ça. Donc, plus que la situation administrative de ces personnes de tous ces joueurs et tout ce monde-là qui a eu le Covid, il y a la difficulté de se préparer. On ne joue pas ce premier match amical, ok, ça pose problème. Ça nous pose problème à nous. Pour match de préparation, vous savez très bien que j'aime pas ce terme-là. Match de préparation, ça nous pose problème. On n'a pas l'ensemble de l'effectif. J'en ai jamais eu à l'entraînement l'ensemble de l'effectif. Moi-même, j'ai pas toujours été à l'entraînement, si ce n'est seulement après être arrivé là-bas au Cameroun. Donc déjà, préparation à ce niveau-là, chaotique. Ensuite, nous avons, vous avez pu le voir peut-être sur les matchs, on a eu l'impression d'avoir des insuffisances athlétiques, physiques, ce sentiment de ne pas avoir les jambes, de pouvoir courir, ce qui est notre force, notre philosophie, aller presser, aller se replacer, être disponible pour recevoir le ballon, tout ça c'est des données finalement athlétiques. Si tu ne peux pas courir pour proposer du jeu, si tu peux pas courir pour être en mouvement et proposer du jeu, pour aller presser, c'est nos fondamentaux et nos principes. Donc ça se voit à l'entraînement, ça se voit avec ceux que l'on a, hein, parce qu'il y a ceux qui sont, on va donner un grand mérite à tout notre staff et médical et d'intendance qui passaient leur temps à aller dans les chambres ici et là pour servir les joueurs, c'était carrément impossible. Tous les matins, on se réveille avec la peur, puisque tous les jours on était testés, et tous les jours on se réveille qui on va avoir comme joueur de disponible aujourd'hui, avec quelle équipe nous allons pouvoir démarrer nos matchs, avec quelle joueur nous allons pouvoir préparer nos matchs. Et ça, c'était tous les jours, sans parler de la veille du match, des instances évidemment de. Là, pour le coup, vous me direz que c'était pour tout le monde pareil, mais bon, on arrive doucement. C'est pas tout le monde pareil qui a eu 23 Covidés, ou c'est pas toutes les équipes qui ont connu ça. Il me semble qu'il y a des équipes qui étaient imperméables au Covid. Comment ils avaient une barrière comme ça, le Covid, mais foot random. Donc, quand il foot, il passe comme ça, c'est vide, malgré toutes les comment dire les. J'aime plus ces termes-là, ça m'a fatigué, distance sociale, tout ce que vous voulez là, toutes les protections qu'on a pu avoir pour se protéger du Covid, apparemment nous ça ne fonctionnait pas.
Et pour d'autres, ça fonctionnait. Donc, les veilles de match, on arrive, on nous dit, lui, il jouera pas, lui, il jouera pas, lui, il jouera pas. Quand est-ce qu'il jouera, on ne sait pas, parce qu'il va falloir qu'il passe des tests du cœur. Bon, bref, tout ça, c'était une grosse problématique. Et qu'est-ce que j'ai envie de vous dire d'autre? La disparité de niveau, je voulais rester sur l'aspect athlétique, justement cette disparité, sur cette différence entre les uns et les autres. Par exemple, quand on a des joueurs qui s'arrêtent, par exemple, le 15 décembre, le 18 décembre pour Rami, par exemple, Ben Sebaini, 15 décembre pour Rami Zerouki, et qui ne finalement doit jouer que le 20 janvier. Avec tout ce qui s'est passé à l'intérieur, puisqu'ils rentrent dans la catégorie 23 joueurs. Donc, en plus, que ça fait longtemps qu'ils n'aient pas joué. Il y a la quarantaine, donc l'impossibilité de se remettre à niveau, et ils ont des matchs. Donc c'est des joueurs importants, vous me direz, bah alors il faut mettre d'autres joueurs, bon, après ça on va rentrer dans le domaine technique, si j'estime que Rami est difficile de lui trouver son remplaçant, j'estime que Rami Zerouki est devenu un joueur important, on a beaucoup de joueurs, on a beaucoup de bons joueurs, peut-être pas du même niveau, peut-être pas pour une compétition comme celle-là. Donc ça c'est un petit peu toutes les raisons du truc. Parce que c'était pas seulement la chaleur énorme d'un match à 14h, par exemple, pour le premier match contre le Sierra Leone, qui a posé problème. Vous me direz, le Sierra Leone aussi, il jouait à 14h. Bon, alors, je vous répondrai aussi, il y a peut-être une différence entre ceux qui sont capables de jouer à 14h, on est peut-être moins capables que d'autres, mais c'était peut-être pas que ça. C'était déjà avant ça, sur cette préparation chaotique des joueurs qui arrivent avec un niveau physique diminué, très diminué. Donc à partir de là, c'est tout de suite, les choses se font sentir. Immédiatement, notre jeu est de suite mis en difficulté. Donc ça, c'est pour les données d'un peu de toute la préparation. Je vais enlever certaines choses pour pas avoir l'impression de chercher des excuses. Mais aujourd'hui, on me pose une question, j'essaie de vous répondre rationnellement. Après, il y a l'aspect des matchs. On rentre dans l'aspect technique, il y a l'aspect des matchs. On va commencer match par match, on ne va pas tous les mélanger comme ça, comme s'il y avait eu 3 matchs en un. Il y a eu 3 matchs à des moments bien précis et tous ne se ressemblent pas. Il y a ce premier match contre le Sierra Leone, donc je viens de vous expliquer les conditions, jouer à 14h. Moi, je n'ai pas compris déjà une chose. Pour moi, il est très important pour le football algérien, pour cette équipe nationale d'Algérie, d'avoir, je dis, c'est pas des excuses, vous le prendrez comme vous voulez. Moi, je vous l'ai dit depuis longtemps, je l'ai dit ici en Algérie, sur notre terrain, nous, c'est pas sur le truc là-bas, pas sur d'autres terrains à l'extérieur que je vais me taire. Nous, on a besoin d'avoir une pelouse convenable. C'était loin d'être le cas. À 14h, chaleur énorme, humidité énorme. Les deux équipes sont logées à la même enseigne. Il y a une équipe qui s'appelle le Sierra Leone qui peut-être ne pratique pas le même football que vous. Il y a une équipe qui est le Sierra Leone qui peut-être est plus capable d'assumer et de jouer sous cette chaleur et sous cette humidité, parce que eux, c'est des bus qui mettent derrière, vous savez, ça s'appelle des blocs bas, et où il n'y a pas besoin de tellement de dépenses physiques. Il n'y a pas besoin de faire des courses à haute intensité, puisque eux, ils sont là, ça coulisse. Toi, tu es censé faire des courses à haute intensité parce que tu ne marques pas des buts en trottinant. Tu marques des buts avec de la vitesse déjà dans l'animation, avec le ballon qui circule vite, avec beaucoup de courses, contre une équipe qui est là et qui gère et qui trouve. Donc tu pompes, tu cherches et tu as besoin de beaucoup plus de développer d'énergie. Sous ces trucs-là, avec, bizarrement, interdiction de cooling break, pas boire de l'eau, alors 40 degrés, taux d'humidité énorme, et on n'a pas le droit de boire de l'eau, comme si on était des chameaux. Donc ça, je ne comprends pas, alors qu'il y avait nous, il y avait un autre match plus ou moins à ces mêmes horaires-là, et pourtant, eux, ils avaient leur cooling break. Bref, on va rentrer dans l'aspect du match. Quand on regarde les matchs du Sierra Leone et les matchs de la Guinée équatoriale, d'un moindre truc, sur les statistiques que vous avez sûrement vues, est-ce que vous les avez vues, les statistiques techniques? Tous? Donc, le nombre de frappes, le nombre de frappes cadrées, le nombre de corners, la possession de balles quasiment double par rapport à ces deux adversaires, le nombre de passes réussies, bref, tout ça, c'est des statistiques d'une équipe qui met au moins, si vous voulez comparer ça, au moins 2 buts par match, minimum. Alors on va rentrer dans l'aspect qui me dépasse un petit peu. Après vous direz, coach, peut-être vous êtes incompétent, si ça vous dépasse, pas de problème, c'est votre avis. Ça me dépasse. Quand on a ces données-là,
et qu'on a autant de situations de marquer. Donc c'est facile de dire à la fin. Je sais qu'un match, par exemple, comme le Sierra Leone, si tu gagnes 2-0, tu dis ouais, bon match, sur une équipe, bloc bas, pas, vous le savez, pas évident de jouer contre ces équipes-là. Puis finalement, ça fait par 2-0. Il y a quoi? Il y a un coup de pied arrêté de cette équipe-là qui aurait pu être dangereux sur un duel aérien. Tu gagnes, tu perds, c'est une question de volonté, c'est une question de détermination. Ils gagnent le duel, elle passe juste à côté du poteau, ça aurait pu être but. C'est la seule occasion du match. Une occasion pour eux. Et le reste du temps, on est là, on essaye, on pilonne, on essaye, surtout cette deuxième mi-temps. C'est toujours une histoire de première mi-temps, on est vaillant, on a de l'énergie, on défend bien, on ferme bien les espaces, on ferme bien la profondeur, on laisse rien du tout. Et avec le temps, si tu manœuvres bien, si tu fais bien courir cette équipe-là, ça commence à s'écarter, on commence à trouver des intervalles, on commence à trouver un peu plus d'espace. Et là, il y a beaucoup plus d'occasions, mais ça rentre pas. La faute au manque de lucidité, peut-être. La faute au manque on n'a pas été chirurgical, sûrement. On n'a pas été assez tueur, sûrement. On a manqué d'esprit de tueur, parce qu'à un moment donné, ça passe, à un moment donné, tu prends et tu mets ça au fond. Nous, on est fâchés, frustrés, on n'est pas contents, parce qu'on veut gagner ce match-là, on veut bien démarrer la compétition, on a le discours qu'il faut pour ça, on a l'expérience de bien démarrer les compétitions. On n'a pas réussi à marquer. Donc, on sort frustré, fâché, avec un sentiment comment ? Fatigué, évidemment fatigué, d'un match où on a développé de l'énergie. Tout n'a pas été parfait, c'est jamais parfait. C'est jamais parfait pour toutes les équipes au monde. Bon, on va déjà commencer par féliciter cette équipe du Sénégal, qui a mérité depuis tellement longtemps qui recherche un titre. Comme quoi, c'est pas, ils ont toujours eu des grosses équipes, des gros joueurs et des trucs. Et il a fallu attendre tout ce temps-là avant de gagner une Coupe d'Afrique pour vous dire que c'est pas facile. Donc on va d'abord les féliciter, c'est le tenant du titre, et en même temps rebondir sur le fait que, par exemple, on prend en exemple cette équipe qui a fini champion, qui joue contre une équipe qui a joué contre qui premier match, le Zimbabwe. Donc il va mettre ce but à la 94e minute. On n'a pas su faire ça. On n'a pas su mettre un but à la 94e minute, comme ça sur pénalty. Non, on n'a pas. C'est anecdotique, ça va plus rentrer pour la vie. Voilà. Donc on a eu, par exemple, il y a eu un pénalty à la 94e minute. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, et ça aurait pu changer complètement la physionomie du match en première mi-temps. Et une frappe, une main très très évidente d'un joueur du Sierra Leone. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez de ça? Main décollée, toutes les règles qui sont à dire. Quand je me rappelle de la main de Aïssa Mendy en demi-finale de la Coupe d'Afrique 2019, elle est beaucoup plus évidente. Elle modifie la trajectoire de la balle, qui était une frappe directe, et elle modifie avec une main décollée. Je ne sais pas comment on peut ne pas voir ça, mais ça maintenant on est habitué. Mais c'est la différence, par exemple, entre une équipe qui lutte et qui est en difficulté, comme le Sénégal, et qui arrive à marquer un but à 95 km sur un penalty, des penalty. On a deux pénaltys, je n'ai pas trop bien vu les pénaltys du Cameroun qui permettent de gagner ce match en match d'ouverture, mais nous non. Alors que on est l'équipe, sur ce premier match, dans cette phase de groupe, on est l'équipe qui a produit le plus de jeux, le plus de situations, le plus de trucs, mais on n'a pas marqué. Voilà la différence énorme, parce que c'est de 3 à 1 point. Déjà, ça c'est une chose, déjà mathématique. Et deuxièmement, dans l'aspect de la nervosité, dans l'aspect de la déception, dans l'aspect de voilà, ce côté, qu'est-ce qui nous arrive, et peut-être un petit doute qui s'installe, parce qu'on a tellement insisté sur le fait de bien démarrer les compétitions, et on a parlé du passé. Nous voilà allés sur ce second match contre la Guinée équatoriale, avec, pour nous, comme une histoire de match coup près. On n'attend pas le troisième match. On se dit, c'est maintenant, là, il faut vite prendre nos 3 points. On a un aspect précipité. Alors peut-être que j'en suis le responsable. Je suis le responsable de tout, de toute manière, pour que ces choses soient bien claires. Si vous avez envie de le truquer, je le dis. Je suis responsable de tout. Donc, englober ça aussi. Donc, un aspect d'une sorte de la précipitation, comme une sorte d'urgence, et de se dire que là, il faut vite prendre nos 3 points, pour ça nous fait 4 points. On est déjà qualifié, avec les histoires de meilleur troisième. Tu analyseras et tu prépareras ton match de la Côte d'Ivoire avec peut-être plus de tranquillité, même si évidemment tous les matchs sont faits pour être gagnés. On va dans ce match-là, on s'installe. La Guinée équatoriale, il faut savoir que déjà on va commencer juste un petit rappel sur le fait que dans cette compétition vous avez pu voir des choses que je vous avais déjà dit auparavant,
qu'en Afrique, il n'y a plus de petites équipes, que c'est très difficile de gagner des matchs, qu'il faut respecter ça, qu'il faut avoir un peu d'humilité, tous autant qu'on est. Nous, on a essayé d'en avoir. Si on regarde le nombre de matchs d'invincibilité, c'est la preuve d'une certaine constance, donc la preuve d'un sérieux, la preuve d'humilité pour prendre tous les matchs au sérieux. Donc nous, on a ce problème-là. Mais des fois, il me semble que vous, sans vous porter comme ça, de montrer du doigt, mais quand même, et vous êtes ceux qui diffusent l'information, dire qu'à chaque fois, même quand on gagnait des matchs par 3, par 4-0, ouais, mais ça aurait pu être mieux fait. Mais comment vous n'avez pas marqué autant de buts en première mi-temps? Il a fallu attendre la deuxième mi-temps. Mais des matchs, ça dure 90 minutes. Des matchs, ça se prépare. Des matchs, ça se travaille. Il y a une adversité en face. Toutes les équipes sont maintenant au point tactiquement. Toutes les équipes sont capables de vous mettre en difficulté. On l'a vu dans cette compétition. Je vous ai dit, 3 matchs du Sénégal, c'est une victoire contre le Zimbabwe à la 94e minute. Je parle du Sénégal parce que c'est le tenant du titre. C'est le meilleur exemple. Donc, une victoire à la 94e minute, un match nul contre la Guinée, un match nul contre le Malawi. Donc, regardez la difficulté. Le Sierra Leone, avec lequel c'était voilà, presque pratiquement, pas tout le match, ne peut pas être comme ça tout le match, mais pratiquement une attaque-défense avec un nombre incalculable d'occasions, fait 2-2 contre la Côte d'Ivoire. Le bourreau de notre 3e match, et je vais y arriver. Donc 2-2 contre la Côte d'Ivoire. Cette équipe-là s'est qualifiée à la Coupe d'Afrique, c'est qu'elle a un certain mérite. Donc on n'arrive pas, il ne faut pas me dire 150e mondial, ça n'existe plus dès qu'on arrive dans des compétitions, dans une phase finale. Ça n'existe plus, ça. On a vu, je sais pas moi, on a 1000 exemples, je n'ai pas envie de me perdre là-dessus, mais on a 1000 exemples, vous le savez ça. Donc on aborde ce match contre la Guinée équatoriale qui est d'un niveau supérieur d'un point de vue technique, d'un point de vue qualité de football, un niveau supérieur au Sierra Leone. Beaucoup de leurs joueurs ne jouent pas dans des clubs championnats. Mais la plupart ont été bien formés, ont tous été formés en Espagne pour la plupart d'entre eux. En football, ils connaissent le jeu. Ils ont été une équipe plus qu'un challenger dans leur groupe de qualification de Coupe du Monde. Ils ont posé beaucoup de problèmes à la Tunisie et ça s'est joué sur le dernier match, il me semble, dans leur groupe. Donc on était avertis, on sait que cette équipe-là a été capable de poser des gros problèmes. Et je vous ai dit, comment on a abordé ce match-là, peut-être de la mauvaise des manières, sûrement avec ma responsabilité, beaucoup d'urgence, beaucoup d'envie de vite en découdre. C'est pas un manque d'humilité. C'est pas, j'utiliserai pas ce mot-là pour nous, mais peut-être ce truc-là de dire vite on va faire ce match-là, vite on met les pendules à l'heure. On prend nos 3 points, ça nous fait 4 points, c'est bon, on rentre dans notre compétition en gros. Il s'avère qu'on a mis les choses à l'envers, qu'un match ça normalement dure 1h30, il y avait beaucoup de nervosité sur le terrain. Je suis obligé de sortir, c'est un astérix que je mets à côté, vous en faites ce que vous voulez. Je n'ai pas compris, peut-être vous connaissez mieux que moi le règlement, mais un arbitre hispanophone guatémalais du surcroît, guatémaltèque, qui vient du continent sud-américain pour venir arbitrer en Afrique. J'ai jamais vu un arbitre africain aller en Copa América. J'ai jamais vu un arbitre africain aller dans le championnat d'Europe. Donc qu'est-ce qu'il fait là, à ce moment-là? Peut-être que la législation le permet, je ne sais pas. Mais en tous les cas, une équipe hispanophone, parce que c'est hispanophone, avec un arbitre hispanophone qui, au bout de 8 minutes de jeu, je crois, 2 cartons jaunes, beaucoup de pression, agression de nos joueurs, agression de moi-même. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il s'exprimait, il voulait te manger. Donc, déjà, là, déjà à ce niveau-là aussi, ça devient compliqué. On essaie de mettre notre jeu en place, on a nos situations, on est un peu moins bon, peut-être un peu moins de situations que le match contre le Sierra Leone, mais les situations sont là, notamment en deuxième mi-temps. Un corner, on prend peu de buts, vous devriez avoir ça dans vos statistiques, sur nos 35-40 derniers matchs. Je crois qu'on a concédé 3 buts sur coup de pied arrêté, ce qui est quasiment rien du tout. Un but sur coup de pied arrêté à peu près tous les 12 matchs. Ce qui est rien du tout, quand on sait que les coups de pied arrêtés, c'est 50% des buts à peu près dans le monde, un peu plus de 50% des buts, on en prend un, et c'est même pas un but, je vous l'ai dit en conférence de presse là-bas, c'est même pas un but sur ce qui devrait être la logique des choses. On est dans une surface de réparation, il y a un peu moins d'une vingtaine de joueurs, avec le gardien de but, ça peut être marqué que la plupart du temps, 95% du temps, au niveau aérien. Le ballon traîne devant notre surface et ça finit plat du pied sur un truc. Donc tous les éléments qui sont en notre défaveur, nous n'avons sûrement pas fait le nécessaire. Et le nécessaire, ça a été de finir nos situations, de finir nos actions, d'être plus chirurgical, plus tueur. J'ai pas d'autre chose à dire que ça sur cette palette. Ce qui aurait été, moi, ce qui m'aurait vraiment très inquiété pour une équipe
pour notre équipe à nous, qui est de toujours essayer de créer du jeu, comparé aux autres, comparé à beaucoup d'équipes. On a ce mérite-là, et peut-être à tort, on a peut-être de la naïveté, mais c'est dû un petit peu à la culture de j'étais un joueur offensif, j'aime le jeu offensif, j'aime marquer des buts. Donc peut-être à tort, mais le tort il est maintenant. Mais ça fait plus de 3 ans et demi pratiquement 3 ans et demi qu'on bosse. Ça a toujours été ma culture, ça. Avoir un équilibre, certes, toujours chercher l'équilibre, mais créer du jeu. Ma culture à moi, c'est d'aller gagner les matchs et donc de créer du jeu. Ça m'aurait inquiété. Les situations, on se les crée, malgré des blocs équipes bas, des équipes renforcées. On a les situations pour marquer, on arrive à créer des décalages. Et la seule chose, c'est qu'on n'arrive pas à mettre les buts au fond. Si on met les buts au fond, vous le savez très bien, vous pouvez faire un match, vous marquez par exemple, je prends l'exemple du Sierra Leone. On arrive à marquer un but en première mi-temps, ou juste sur une situation comme ça, ils sont très compacts, il y a peu de situations, il y a cette main. Cette main, elle a été provoquée. C'est une frappe dans la surface de réparation, et un joueur qui dévie la trajectoire et elle sort. Donc ça, c'est un penalty. Le penalty, on le marque, on le met, c'est 1-0. C'est toute autre manière de voir de l'équipe adverse, pour notamment cette deuxième mi-temps. Ça s'ouvre plus, ça laisse un peu plus d'espace, ça nous laisse plus de situation. Un match comme ça qui a fini en 0-0 peut finir en 3-4-0. Vous les connaissez, ces matchs-là. Donc, le match finit de 3-4-0, c'est plus la même manière d'aborder le truc. Donc déjà, on est plus confiant, déjà on est rentré dans notre truc. Vous, la presse, vous êtes un peu moins virulent. On a réussi notre entrée en matière, donc c'est pas le cas. Donc on est de suite sous pression. Nous faisons pas on a ce sentiment d'urgence, on confond vitesse et précipitation sur ce match contre la Guinée équatoriale. Le voilà qui nous met ce deuxième but. Et après, sur les 5 dernières minutes, ils essaient de jouer un peu comme le Brésil. Ça, c'est toujours tout le match à défendre. Et à la fin, quand ils voient qu'une équipe, elle essaie de jouer vers l'avant. Pour moi, c'est anecdotique. Les 10 dernières minutes sont anecdotiques. Donc on se retrouve à un point, moi c'est ça, hein, quand je parle d'échec, on parle d'échec, évident. Ce qui m'intéresse, c'est de suite parler du technique et des matchs. Je vous ai mis en avant certaines choses pour qu'il y ait une chronologie. Mes explications à moi, vous les prenez pas, ça c'est vous qui analysez. Mais moi ce qui m'intéresse c'est ça, match après match. Pas dire une globalité, échec, oui, échec des matchs, comment on a fait. On se retrouve à un point sur 2 avant de rencontrer la Côte d'Ivoire. Donc là, plus que jamais, dans l'obligation de gagner, plus que jamais avec un doute qui s'est réellement installé, et Astérix aussi, un petit peu sur le côté, quelque chose que vous allez me poser, donc désolé pour celui qui voulait poser la question, je vais anticiper. Nous voilà aussi, sur ce match de la Guinée équatoriale, on a perdu évidemment les 3 points, et on a perdu quoi d'autre? Voilà. Donc cette fameuse série d'infaillibilités dont on n'a pas à avoir honte, on ne dit c'est pas, c'est ou c'est trop, elle a mis trop de pression sur le truc, ça aurait été bien qu'on l'ait jamais cette série d'infaillibilité. Mais non, série d'infaillibilité veut dire qu'il y a eu du travail, il y a eu des résultats, c'est les joueurs qui l'ont gagné. Le terrain loin de l'Algérie, en Algérie, donc ça, non, c'est vrai que cette série d'infaillibilité s'arrête à un match, voilà, d'un record mondial, celui qui vient de dire aussi, c'est pas celui qui a jamais transpiré, jamais joué au football, qui ne sait pas ce que c'est, dit nous ça nous coûte quoi ça, c'est pas un titre ça. Des titres on en a gagné. Comparé à beaucoup de gens qui sont passés en équipe nationale d'Algérie, que ce soit en tant qu'entraîneur, en tant que consultant, en tant que joueur, nous les titres on en a gagné. On a rempli cette vitrine qui était quasi vide. Ça vous l'enlèverez à personne. Et donc cette série fait qu'aujourd'hui, bon, nous c'était cette première place qui était en nous, quand on est à 35 matchs. Quel a été le deal, je vous l'ai déjà dit, et je vais le répéter, quel a été le deal tout de suite après la Coupe d'Afrique 2019? C'était, est-ce qu'on est capable, parce que je sais, par expérience, par analyse, qu'après un triomphe, généralement, il y a une chute. Après un pic, il y a souvent une chute. Pour 1001 raisons. On ne va pas prendre plus de temps à les expliquer. On a eu un deal avec les joueurs. Est-ce qu'on est capable? Et en se fixant un objectif, c'est pas juste l'objectif d'être invincible pendant je ne sais pas combien d'années. Non, c'est qu'il y a une Coupe du Monde qui va arriver. C'était ça l'objectif. Donc, et je vous l'ai dit les choses, j'en parle en amont. Est-ce qu'on est capable de se remettre au boulot et de pas s'arrêter sur ce titre de champion d'Afrique et de se dire que nous on va aller à la Coupe du Monde, et pour ça il va falloir s'améliorer, il va falloir être constant, il va falloir continuer à travailler. Ça a été le deal avec les joueurs. Le deal a été dit, tout le monde avait cet objectif de Coupe du Monde et c'est parti le travail. Ça nous a amené à ce nombre de matchs. C'est pas on voulait juste atteindre cette série, c'était pour dire que plus on gagnait, plus on se rapproche de notre objectif qui est de se qualifier pour cette Coupe du Monde. On est à 2 matchs. Donc, on n'est plus trop loin avec un adversaire de taille qui nous attend, mais on n'est plus trop loin. Donc, pour revenir à cette chose-là,
en ayant ce process-là, d'être dans la constance du résultat, on n'arrive pas loin de cette équipe qui est l'Italie, qui a le record mondial. On se dit, bah, maintenant qu'on n'est plus trop loin, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'était la constance, la Coupe du Monde. Mais via ça, on s'approche d'un truc comme ça. Mais de mettre le drapeau de l'Algérie sur des trucs comme ça. Il y a 1 milliard de statistiques, dont 999 millions pourris, qui servent à rien, que tout le monde parle. Cette statistique d'être invaincu pendant autant de temps, un match, tu gagnes, tu perds, invaincu pendant autant de temps, elle démontre pas certaines choses quand même, cette statistique. Donc d'être peut-être le premier de toute l'histoire du football, depuis que le football est football, parce que tu n'es plus trop loin, est-ce que ça rentre pas malgré tout ce que on a pu dire? Et croyez-moi que je le dis les choses. Les gars, nous ne trompons pas d'objectif, ça, on l'a dit 1 milliard de fois. Mais t'as beau dire ce que tu veux, les joueurs sont des êtres humains, ils ont un cerveau. Ben, c'est ce que je suis en train de dire, tout ça pour expliquer ça. Je ne vais pas aller le balancer comme ça, j'aime bien expliquer les choses. Donc je me dis que sûrement, malgré tout ce que j'ai pu dire, moi-même, je mentirais. Au fond de moi, ce que je laisse apparaître et ce que je dis, c'est que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la performance. Le plus important, c'est la constance. Mais dès qu'on arrive là, même moi, je me dis, waouh, qu'est-ce que tu vois? Tu vois l'Italie, tu vois l'Espagne, tu vois le Brésil, tu vois l'Argentine, tu vois l'Allemagne, tu vois la France. C'est quoi le truc commun entre eux? Ils sont tous champions du monde. Et tu vois l'Algérie qui vient se greffer. Il y en a qui vont dire, toujours les mauvaises langues, ouais, mais c'est l'Afrique. Ah oui, donc t'as rien fait l'Afrique. Donc pour l'instant, je travaille en Afrique. Donc je me base sur ce que j'ai fait. Et pourquoi d'autres équipes? Des équipes comme l'Égypte, des équipes comme les grosses équipes, là, toutes les grosses équipes du continent africain historiques, qui ont fait des Coupes du Monde et tout ça. Pourquoi le Cameroun ne l'a pas fait? Pourquoi l'Algérie, pourquoi le Maroc ne l'a pas fait? Pourquoi toutes ces équipes-là, le Sénégal ne l'a pas fait, le Nigeria ne l'a pas fait? Pourquoi l'Égypte ne l'a pas fait? La Côte d'Ivoire ne l'a pas fait? Des joueurs qui comptaient des gros joueurs, la Côte d'Ivoire, Drogba, pourquoi ne l'ont pas fait? Ils ont atteint ce chiffre de 26, nous on était là en train de se battre. Tout le monde le disait. 25, 26 en Afrique, record d'Afrique, on est arrivé à 35. À venir chatouiller le truc. Et puis, qu'on le veuille ou non, nous, on est en Afrique. S'il y avait une équipe qui aurait fait ça dans notre... Voilà, et ben, ils auraient fait. Donc, nous, on a atteint là, ce niveau-là. Non, mais c'est pas juste la Colombie, le Mexique, c'est tout un parcours. C'est battre 2 fois le Sénégal, c'est battre toutes les équipes du top 5, battre 2 fois le Sénégal, battre 2 fois le Nigeria, battre 2 fois la Tunisie, voilà, c'est la seule équipe qu'on n'a pas rencontrée, c'est le Maroc. Donc, dans tout ce truc-là, arriver à ce truc-là, c'est sûr et certain que perdre contre la Guinée équatoriale, avec tout en respectant cette équipe-là, mais cette équipe-là, on la joue 25 fois, on gagne 24 fois, c'est sûr et certain ça je peux le garantir. Donc de perdre comme ça en plus d'avoir perdu ce match-là, chez les joueurs, chez moi-même, bon, moi j'ai je suis entraîneur, j'ai notre priorité, c'est de battre vite la Côte d'Ivoire. Mais au fond de moi, de me dire, purée, on était à un match comme ça de figurer et peut-être... C'est quand qu'une équipe va revenir, voilà, mettre l'Algérie là-haut, là. Mon objectif, c'est toujours ça, de manière. Mettre l'Algérie là-haut, tout seul, comme ça. Quand ils viennent mettre cette statistique-là, c'est bizarre. Sur la fin, là, sur les 3-4 derniers matchs, commencer la FIFA la FIFA nous envoie un message pour nous dire, nous féliciter auquel match, là. Il y a un certain nombre de matchs, au 33e, ou je sais pas quoi, Twitter, ou je sais pas quoi, de la FIFA, qui te félicite de trucs. Dès qu'on s'approche un peu plus du truc, ça y est, on veut plus en parler. Ah, c'est une statistique anecdotique, ça, c'est... Maintenant, les plus anecdotiques, on va en reparler maintenant, puisque c'est l'Italie qui est là-haut. Donc, être deuxième, c'est pas mal non plus. Donc, ça, évidemment que c'est dans les cerveaux. Personne ne dit. Moi, je suis pas à l'intérieur des cœurs, je suis pas à l'intérieur des têtes. Moi, je peux juste communiquer. Je peux juste dire. Les joueurs ne m'ont jamais entendu dire, les gars, il y a un record. Jamais j'ai parlé de record. Jamais au grand jamais. Jamais je l'ai laissé sous-entendre. Mais moi, je leur parlais de performance, de continuité, de continuer à travailler, de continuer à respecter les équipes. Ils ont un cerveau, ils ont un cœur, c'est pas des enfants. Perdre contre la Guinée, en plus d'un point de vue mathématique, et se mettre de suite en difficulté contre la Côte d'Ivoire, ça a aussi pesé par rapport à leur truc. Ça, c'est clair et net. Chez moi-même, j'ai eu ce sentiment de zut, pour être poli, on a raté le truc de peu. Donc, nous voilà joués contre la Côte d'Ivoire, un adversaire évidemment de taille, avec une multitude de joueurs de haut niveau, hein, qui ont l'habitude de ces gros matchs-là. On fait une première mi-temps, on va dire, avant le but qu'on concède. Donc on est une équipe qui est mathématiquement très en difficulté, psychologiquement, 1 point sur 2 matchs contre des équipes
largement à notre portée, malgré tous les discours du monde et toute la volonté du monde je vous ai dit, c'est des joueurs, ils sont acteurs de ce qu'ils font. Il y a beaucoup de joueurs d'expérience qui savent. Ils savent quand le discours est bien sûr qu'ils avaient envie, bien sûr qu'on avait tous envie d'aller faire. C'est pas un exploit d'aller battre la Côte d'Ivoire, c'est pas un exploit, c'est une grosse performance. C'est une grosse performance, notamment dans les conditions dans lesquelles on était, c'était une grosse performance, mais c'était pas un exploit. On prépare le match comme on peut. Je suis obligé de dire comme on peut. Certains joueurs sortent du placard, sortent de prison, puisqu'il y avait des quarantaines encore. Ramiz qui revient, qui n'a pas joué, donc c'est lui qui n'avait pas joué depuis le 18 décembre, qui revient pour ce match-là. Ismaël Benasser qui sort aussi de son truc, qui avait joué juste le match auparavant, mais qui avait été absent pendant longtemps, pareil, Covid, sous compétition. Bref, on essaie de relancer un peu des joueurs comme Saïd Benrahma, l'intégrer dans cette compétition avec ce qu'il peut faire de bien en Angleterre et me dire qu'il a les jambes. Bref, mettre notre équipe en place, essayer de préparer au mieux ce match-là. On fait, je vous dis, jusqu'au premier but qui vient nous couper les jambes. Juste avant, on frappe sur le poteau. Ismaël Benasser, juste avant, frappe sur le poteau. On est plus ou moins bien installé dans cette rencontre sur une situation, on va pas la redécrire, contre le cours du jeu. Une frappe sur le poteau, ils mettent le truc, 2 minutes plus tard, boum, but. Deuxième situation, juste avant la mi-temps, coup de pied arrêté. J'explique pas l'absence. On peut gagner des duels quand tu as un mec qui fait 1m95 et que tu as un joueur qui est un peu plus petit. J'ai pas 10 joueurs de basketball dans mon équipe et qui prennent le dessus sur toi. Je vous ai dit, contre le Sierra Leone, ballon dans la... Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être au marquage et faire le nécessaire pour aller. Après, le gars prend le dessus sur toi, tu peux rien y faire. Tu peux rien y faire. Si vous vous rappelez une situation, un jour, un match, Barcelone-Real Madrid, Puyol qui prend l'ascendant sur Sergio Ramos et mais il est au marquage avec lui, il saute avec lui et c'est Puyol qui prend Mourinho le lendemain, l'accable et dit voilà, c'est lui, c'est sa faute. Ramos, il lui dit t'as jamais joué, c'est parce qu'il a jamais joué au football qu'il dit ça, en parlant de Mourinho, parce que s'il n'était pas au marquage, c'est un problème. Mais quand tu es au marquage, tu sautes et que tu fais tout ce qui est possible, mais que le gars prend l'ascendant sur toi, c'est le football. C'est un rapport de force qui a été gagné par le truc. Donc là, c'est pas ça. Là, contre truc, ce deuxième but, 1-0, tu es dans le match, tu vas revenir, il y a du temps, tu restes en place. On prend ce deuxième but qui nous fait très mal. À la mi-temps, je tente le tout pour le tout, je repars avec 2 attaquants. En face de nous, c'est pas le Djibouti. Nous ne sommes pas au point sur des équipes comme la Côte d'Ivoire en jouant à 2 attaquants. On prend le au milieu de terrain, mais moi les choses elles se règlent en amont. Si en amont, après c'est la résultante. Si en amont on fait pas le travail, qui est notre travail d'harcèlement, qui est notre travail de mettre en difficulté les premières relances et tout ça et tout, on est tout de suite après. Ensuite on est tout de suite en difficulté sur la deuxième ligne, qu'au milieu de terrain, et puis évidemment plus. On a les situations de revenir, mais bon, pour moi c'est anecdotique. Je retiens pour moi cette deuxième mi-temps, notamment, même si c'est la plus mauvaise mi-temps de mon mandat depuis que je suis en équipe nationale. Si on considère aussi le match du Bénin, là-bas au Bénin, voilà, c'est les deux matchs. Allez, je vais les prendre dans leur ensemble. Les 2 matchs, pour faire plus court, les 2 plus mauvais matchs sous mon mandat avec cette équipe nationale. Voilà un petit peu les... Ça a pris combien de temps tout ça là? Khalas, barkana 10 minutes. Par contre, si vous voulez qu'on avance, il ne faut plus revenir sur ce que je viens de dire. Il faut que ce que j'ai dit... Cette analyse, l'analyse que vous faites, sans rentrer dans le détail, je l'ai faite à la radio, je l'ai faite. J'ai rajouté juste une chose. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi ou pas. Peut-être sur la Coupe arabe où les joueurs ont laissé de l'influx. Parce qu'ils ne devaient pas jouer, si je me souviens bien, ils ne devaient pas jouer autant de matchs. Mais bon. Et sur le plan émotionnel également... Je l'avais marqué, je ne l'ai pas dit. Ah ben voilà, donc, très bien. On est d'accord. Je voudrais rajouter également, contrairement à l'Égypte en 2019, pour avoir été proche de l'équipe nationale, sur l'environnement immédiat. Je vais le dire, ça dégageait sur l'extérieur beaucoup plus de, quand je dis sérénité, je veux dire tranquillité. Là, il y avait un peu trop d'excitation sur les... Qu'est-ce que l'environnement immédiat? Je vais le dire tout de suite. Le manager de l'époque, c'est pour ça que je ne veux pas citer comme ça,
trop de déclarations sur l'extérieur, ça entraînait des contradictions, ça entraînait en plus la rumeur. Je parle au Cameroun, ça entraînait, bon, pour ceux qui ont la tête sur les épaules et qui savent fonctionner, ça passe, mais sinon ça entraînait l'image que ça renvoyait. Il y avait un peu de tension. C'est pour ça que je le dis. Je pense, je ne sais pas si vous étiez au courant ou pas de ce qui se passait sur l'extérieur, mais sûrement pris par la compétition, ce n'était pas le cas. Donc je rajouterai ces deux choses-là. Voilà. Je rajouterai ces deux choses-là. La première, vous l'avez dit, et la deuxième, c'était sur ce qui se passait ce qui s'est passé notamment sur les déclarations qui ont été faites, sur le départ des joueurs, comme s'il y avait un laisser-aller, tout le monde était perdu. Bon, vous avez dû en entendre parler ou pas, je ne sais pas. Moi, je vais me projeter sur le Cameroun. Coach, pour vous avoir suivi... Mais je peux répondre un petit peu sur... pardon. Oui. Voilà, alors, après, on va parler du Cameroun. Mais dire, le laisser-aller, il n'y aura jamais de laisser-aller. Tant que je suis là, moi, en tous les cas... Coach, quand je dis laisser aller, pardon, parce que pour que les choses soient claires, qu'il n'y ait pas de par rapport à cette histoire de joueurs qui sont partis. Voilà, après, faut savoir que moi, à tort ou à raison, moi, dès que je termine une compétition, dès que je termine un match, ne serait-ce qu'à Tchaker, par exemple, quand on a deux matchs, et que le deuxième match se joue à Tchaker, dès que le match termine, j'estime que c'est plus mon travail. C'est-à-dire que s'il y a un match dans la foulée, c'est absolument mon travail. Mais dès que après tu dois retourner en club et tout ça et tout, la compétition est terminée, on vient me dire, moi j'étais KO debout. D'ailleurs, je ne sais même pas où je devais rentrer, si je devais aller ici ou là. Donc, moi, on vient me dire quand même qu'il y a un avion, mais ils le savent, avec ceux avec qui je travaille. Il y a un avion qui part à Paris. Donc, à ma grande surprise, comme je ne savais pas qu'il y avait des avions à cette heure-là qui partaient sur Paris, que les joueurs doivent rentrer. Ils sont tous en championnat, il y en a, ils ont rejoué 3 jours après. Je ne sais pas quoi penser, j'ai pas envie d'y penser. Mon fonctionnement, ça a toujours été celui-là. Dès que la compétition se termine pour moi, je ne fais plus le service après-vente. Les gens sont libres de faire ce qu'il faut. Il y a une administration, il y a un truc, c'est à eux de régler ça. Je n'ai pas de match après moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est contrôler mon groupe. Je ne les contrôle pas toute l'année. Je ne suis pas leur papa ou un truc comme ça. Je les contrôle pour mes matchs et pour le truc. C'est ça qui nous lie. Après, à l'intérieur des choses, la vérité... non, je vais revenir un petit peu sur la Coupe arabe. Ça a été bien vu. L'aspect de l'état d'esprit des joueurs beaucoup de nos joueurs ont composé cette Coupe arabe. Beaucoup de nos joueurs. C'est sûr que de passer, vous allez me dire, d'une compétition... Avant la compétition, il y en a qui l'ont dit assez justement. Est-ce que c'est pas trop 2 compétitions ensemble comme ça, à un mois d'intervalle? Oui, in fine, on peut dire que c'est trop, parce que quand on a vu des joueurs arriver, et pour en avoir discuté avec eux, des joueurs importants de notre équipe, de dire que émotionnellement plus ou moins vidés, parce que c'est pas juste l'aspect physiologique et l'aspect physique d'avoir joué plusieurs matchs à 120 minutes pour certains joueurs durant la Coupe arabe. Donc c'est pas juste ça, c'est l'aspect et des fois c'est plus important, l'aspect émotionnel, se reconcentrer, ravoir très 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 fin pour gagner, pour faire un bon parcours, voire gagner une compétition telle que la Coupe d'Afrique, qui est d'un niveau complètement différent. Il faut se le dire. C'est beaucoup de force mentale. Énormément de force mentale. Mais si tu n'as plus rien, parce que tu as épuisé tous tes neurones, et que tu n'as plus cette force de dépassement de soi, que tu n'as plus ça c'est mental. C'est vrai que ça devient problématique. Et ceux qui l'avaient dit avaient vu assez justement, mais moi j'avais une forme de problématique. C'était si ces joueurs-là ne jouaient pas cette compétition, ils jouaient pas. Donc ils arrivaient dans la situation des joueurs, par exemple, comme Ramiz, comme Ismaël, comme beaucoup d'entre eux, avec pas de match, pas de compétition pendant 1 mois et demi ou 2 mois avant cette Coupe d'Afrique. Je termine juste ça. Je veux juste vous interrompre sur cette question-là. Je me souviens en conférence de presse, vous aviez donné à l'époque le nombre de matchs que les joueurs, en principe, devaient jouer. J'allais y arriver, là. C'est le temps de jeu. J'allais arriver à ça, justement. Donc, donc on est obligé de les laisser jouer, obligé qu'ils puissent jouer, mais, et ce que vous avez dit, avec, bien sûr, tout ce qu'on imagine, ça a toujours été en concertation, une gestion des temps de jeu. Mais le souci, c'est qu'il y a eu un engouement qui s'est pris de cette Coupe arabe. Je me voyais mal dire à Majid, Lyoum, Youssef Bleli, ma yal'absh ma al-Maghrib. Voilà, c'est ce qui s'est passé contre le Maroc. Donc, ok. Voilà, donc Lyoum, tu fais pas ça. Lyoum, il joue que temps. Lyoum, vous pouvez plus faire ça. On a démarré la compétition comme ça, en se disant attention à ça, Bardad reçoit un coup à la tête, faites attention à ça. Bref, on démarre un peu comme ça. Ensuite, dès que c'est parti, de toute manière, je dis pas que j'avais pas calculé ça avant. J'en avais parlé avec le staff, pas directement avec Majid au début, mais s'être dit
les gars, le souci, ouais, on veut gérer le temps de jeu, mais dès que ça va passer les quarts de finale, ça sera inarrêtable. Je me vois pas dire à Majid, on arrête lui. Donc, c'est parti. Et puis, comme par hasard, nos matchs ont duré 3 jours, un seul match. Donc, c'était épuisé. C'est sûr que certains sont arrivés, je vous dis, physiquement sur les rotules, émotionnellement sur les rotules. Ça, c'est une évidence. On l'a pu le voir, j'ai pu discuter avec eux, j'ai pu voir leur attitude. Et d'autres, c'est pas le plus important là aussi, aussi, pas que pour ceux qui sont de la Coupe d'Arabe, pour rappeler un chat, une partie du groupe, peut-être même d'une certaine manière l'ensemble du groupe, de ceux de la Coupe arabe, de ceux qui sont venus, qui travaillent depuis avec lesquels on travaille depuis longtemps, une forme de... C'est pas un manque d'humilité, je dirais pas ça comme ça serait faux, et ça serait être injuste envers eux, pour tout le travail qu'ils ont fait et tout le travail qu'ils ont commis, nous ne l'oublions jamais, mais une forme de... peut-être d'autosatisfaction, ou peut-être une forme de... ça serait manquer d'humilité, c'est pas ça, c'est pas truc, de certitude, de vraie certitude. Donc il y a la confiance en soi, il y a l'ambition, il y a de se dire, écoute, on est reparti, et il y a peut-être un peu trop de certitude, et peut-être que les choses vont se passer normalement en allant sur le terrain. Et voilà, donc peut-être un petit peu ça, mixer un peu tout ça. Et je vous dis, ce qui me, on va revenir sur cette histoire, on va basculer sur le truc du Cameroun, aussi, cette partie irrationnelle que je ne m'explique pas, parce qu'on peut rater des occasions, tout, mais comment en rater autant? Parce que ce que je voyais à l'entraînement aussi, c'est ça le problème, c'est que quand on voyait, bon, pour les techniciens, ceux qui savent, quand un exercice, le jour du match, devient difficile, à savoir marquer des buts, ou je sais pas moi, être pas bon dans la transmission, dans l'évolution, dans la construction du jeu, on fait ça à l'entraînement. C'est pas le jour du match, tu dis voilà ce qu'il faut faire. C'est pas des mots, c'est des exercices, c'est du travail qui va dans ce sens-là. Donc on a une problématique pour marquer des buts. Bizarrement, on est je crois, l'attaque d'un point de vue offensif. Sur les 3 dernières années, on a battu quasiment tous les records. On est la meilleure attaque de la dernière Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique d'avant, 2019, on a été la meilleure attaque des qualifications Coupe d'Afrique pour cette Coupe d'Afrique-là, meilleure attaque des qualifications Coupe du Monde, zone, monde, toute zone confondue. Donc, on joue contre le Ghana juste avant de venir, avec plein de joueurs en moins, des joueurs importants, on met 3 buts, on arrive pour cette Coupe d'Afrique, extinction des feux, on n'arrive plus à mettre un but. Donc, les exercices à l'entraînement, même les exercices à l'entraînement, ce que je veux dire, pour parler clairement entre nous, c'était déjà perceptible. Je ne dis pas avant les matchs, même après les matchs, où dans la préparation, je dirais, on va redonner confiance aux gars, on va les réinstaller pratiquement sans opposition, mais avec la vitesse que l'on demande, la vitesse de match, et il y avait des problématiques pour finir. Donc il y avait une sorte de doute, une sorte de truc qui s'était installé. Coach, vous avez donné la stat au Cameroun sur le premier match, on ne va pas refaire ce que vous avez dit, l'équipe a eu 10 passes de but décisifs, 10 passes. Je prends la Guinée équatoriale, ils ont eu 3 corners, ils marquent sur un seul corner, on a dominé. On ne va pas refaire l'histoire, je pense que le but qu'on prend fait que les joueurs, à un moment donné, vous avez dit, c'est des êtres humains, ce but, ils ne s'attendaient pas du tout, peut-être psychologiquement, ça les a atteints. Mais je ne vais pas revenir sur... Sûrement. Sûrement, plutôt. Ouais. Moi, je voudrais rester sur un aspect avec vous, la page est tournée, ça y est, la Coupe d'Afrique des Nations, on ne va pas la refaire, on est sorti... Non, on était juste obligé de faire un bilan, et pour ceux qui disent pourquoi on a attendu 1 mois et demi, j'ai attendu 1 mois et demi ou 1 mois avant de faire l'analyse de la Coupe d'Afrique qu'on a gagnée en Égypte. J'allais revenir avec vous. Vous avez gagné la Coupe d'Asie en Arabie Saoudite, avec le Qatar, vous gagnez la Coupe d'Afrique des Nations. Si je peux me permettre, c'est votre premier échec en tant qu'entraîneur à la tête d'une sélection. Comment vous avez vécu cela? Quel enseignement vous avez tiré? Et comment se projeter sur le match pour la Coupe du Monde? Ouais. Donc déjà, sans prétention aucune, c'est toi, Mamar, qui pose la question. C'est vrai que quand on n'est pas habitué à perdre, avant de perdre contre ce match contre la Guinée équatoriale, je crois j'étais, en tant qu'entraîneur, on aime ce genre de petites stats, ça nous rassure dans notre travail. On se remet en question assez souvent et on se dit est-ce qu'on est sur le bon chemin. Ça faisait 4 années que j'avais pas perdu un match. Sur ces 4 années, il y a eu une saison complète, ma dernière saison au Qatar, on a pris tous les titres, donc c'était une saison où on a été invaincu. J'ai eu une qualification de Coupe d'Afrique 2019, on a eu la phase finale, une qualification de Coupe d'Afrique pour cette Coupe d'Afrique, qualification Coupe du Monde,
On a eu des matchs de préparation ou des matchs amicaux, appelez-le comme vous voulez, de qualité, et tout ça sans perdre un match. Donc c'est vrai qu'on a cette culture de la victoire en nous, et c'est vrai que je leur dis souvent à mon staff, pour Aziz Bourras par exemple, qui est très expérimenté, qui a un gros passé en Ligue 1, je lui dis, si je me demande comment les entraîneurs ils font, après notre match de la Guinée équatoriale, comment les entraîneurs font comment ils peuvent vivre avec cette histoire de perdre un match toutes les 2 semaines, un match sur 2, ou voilà, c'est le quotidien de tous les entraîneurs. Je dis souvent qu'il y a un entraîneur par championnat qui gagne le championnat, donc son entraîneur qui gagne les championnats, ça veut dire qu'il a l'habitude de gagner. Sinon, tous les autres ont l'habitude, de la 5e à la dernière place, ils ont l'habitude de perdre régulièrement. Et c'est vrai que c'est un sentiment chez moi atroce, le haq, encore plus quand c'est l'équipe nationale. Le haq encore plus quand c'est l'équipe nationale, parce que ça dépasse l'idée d'un microcosme ou d'un club avec ses supporters. C'est à l'état de peuple. On sait que c'est un nombre grandissant de gens avec beaucoup d'attentes. C'est vrai que c'est une souffrance. Encore aujourd'hui, j'ai ça en moi, j'ai ce goût amer de ce qui nous est arrivé. On n'est pas déçus, on a un sentiment, même moi en tout cas j'ai ce sentiment-là. Les joueurs, pour revenir aux joueurs, et on va basculer sur le Cameroun, c'est un rapport avec le Cameroun ce que je vous dis. Je sais que les joueurs, je les ai très régulièrement, l'ensemble du groupe, ils ont ce sentiment-là, presque forme d'humilité, d'humiliation, pas d'humilité, d'humiliation, d'être sorti au premier groupe. Mais regardez comment on fait les choses, nous, nous c'est tout ou rien. C'est où on la gagne, on va même pas au 8e de finale. Quand toutes les équipes du monde, en gros tu participes au tournoi, tu es en 8e de finale déjà. Tu n'as même pas encore commencé à jouer, tu es en 8e de finale. Parce que faut faire fort, et on l'a fait. On mérite un titre pour ça. Il faut faire fort pour ne pas aller ne serait-ce qu'en 8e de finale. Pour finir meilleur 3e. Il y a 3 meilleurs 3e sur 4. Il y a 4 meilleurs 3e sur 6. Donc on a fait très très fort. La vérité, on a fait très très fort. On aurait pu perdre en 8e, perdre un quart, voilà. On aurait pu faire comme le Maroc, par exemple. Tu vois, faire un parcours, et puis perdre en 8e. Voilà, ça aurait été choquant, mais là, ne même pas aller un truc. Je ne sais vraiment pas comment on s'est débrouillé pour faire ça. Bon, malgré que je viens de vous parler 1 heure. Mais bon, ça reste en moi. On est sur ça de toute manière, et j'ai envie de dire, alhamdoulilah, qu'on a très très vite la possibilité de se replonger sur un événement qui est l'objectif principal, qu'on ne se cache pas. Je ne dis pas que la Coupe d'Afrique est venue, n'était plus un objectif, non. On était tenant du titre, on joue une compétition comme celle-là. Un match de préparation, pour moi, c'est un match à gagner. Ce n'est pas une compétition dans laquelle on détient le titre, qu'on va prendre à la légère. On n'a rien pris à la légère du tout. Mais l'objectif, ça a toujours été, avant la Coupe d'Afrique 2019, j'ai dit ce que j'avais à dire comme objectif pour cette Coupe d'Afrique. Après la Coupe d'Afrique 2019, je vous ai dit quels étaient nos objectifs, qui était la Coupe du Monde. Ça reste ça. Et on a essuyé un revers, un échec, mais l'objectif principal, c'est la Coupe du Monde. Les joueurs le savent, c'était le deal qui était, on y est, on est en plein dedans, et je sais que chaque jour, on y pense, chaque jour, ils y pensent, ils doivent y penser, chaque jour, ils ont des choses à faire justement chaque jour. Et voilà, donc on va se préparer, on est remonté, voilà. السلام عليكم كوتش. عادل ياسف صحفي قناة البلاد. كوتش، بعد ما تحدثنا عن الماضي وما حدث في الكاميرون، نتحدث الآن عن المستقبل. مباراة فاصلة وحاسمة تنتظر المنتخب الوطني أمام نظيره الكاميروني ذهابا وإيابا من أجل التأهل لمونديال قطر، وإن شاء الله نحقق هذا الإنجاز. لكن من أجل تحقيقه يتطلب عمل كبير وكبير جدا. ولذلك كوتش، الكثير من المتتبعين للشأن الرياضي والمحللين مؤخرا أجمعوا على أن مشكلة المنتخب الوطني والمعضلة الكبيرة هي خط الدفاع، خاصة في ظل إصابة يوسف عطال، إصابة عبد القادر بدران، تراجع المستوى بعض الشيء لرامي بن سبعيني، والمشاركة الغير منتظمة لجمال الدين بالعمري. كيف سيتعامل الكوتش بالماضي مع هذه النقائص والظروف، خاصة وأن المنافس هو كاميروني شرس وقوي وأثبت فعاليته الهجومية في الكان الأخير، والدليل المباراة المركز الثالث أمام منتخب بوركينا فاسو
متأخر ب3 أهداف رجع في النتيجة وفاز في اللقاء بضربات ترجيح. مشكور. أول شيء ما عنديش هادو الإصابات اللي موجودة في المنتخب، قلت الأسماوات ما نقدر نعمل ولا شيء إلا يرجعوا إن شاء الله بالسلامة بقوة le plus vite possible. Donc أنا ce que je peux dire c'est que جمال يلعب بالعمري، بدران رجع للتمارين مع الفريق، sûrement qu'il va jouer dans les matchs à venir, qu'il aura au moins 2 matchs voire 3 matchs, 2 matchs de Champions League Inch'Allah. Il n'y a pas d'autre. On va travailler évidemment sur tous les joueurs qui sont en notre possession. Je ne vais pas inventer des choses. Je suis pas. On va tirer le maximum des joueurs qui vont être à notre disposition et faire en sorte qu'on soit l'équipe ou la défense que l'on a été dans un passé récent. Mais le travail défensif, vous le savez très bien, ce n'est pas juste des défenseurs, c'est tout un travail d'équipe et c'est là où Emma أنا هدفي كفريق ندافعوا كفريق كمجموعة وهنا اللي c'est plus ça mon idée de régler les problèmes de l'adversaire. Confrères, consoeurs, les membres du staff technique, le chargé de com, coach, bonjour, Zouf Laoun. Coach, je voudrais aller au fond des choses avec vous, connaissant votre sincérité, surtout en ces moments d'hypocrisie sportive, parce qu'on ne veut pas aller au fond des choses. Donc j'espère que j'aurai des réponses à mes interrogations. Coach, quand il y a un échec, je parle d'échec technique et organisationnel. Si vous avez assumé pleinement vos responsabilités, ce n'est pas le cas du président de la fédération. Donc, moi, ce qui me pousse à poser cette question, c'est qu'il y a des anomalies. Vous avez pris 1 mois pour comprendre les raisons de l'échec sur le plan technique, contrairement au président de la fédération, qui n'a pas pris 1 semaine pour arriver à la conclusion que les raisons de l'échec et de l'humiliation sur le plan organisationnel à Douala, c'est le manager général, d'ailleurs, qui a été limogé. Premièrement, partagez-vous cette décision? Deuxièmement, une autre déclaration bizarre qui fait que ça ne va pas sur le plan organisationnel. Et je pense que même les prérogatives sont inversées. À l'annonce de la domiciliation de la rencontre Cameroun-Algérie, le président de la fédération ne s'est pas gêné pour dire toute satisfaction quant à cette domiciliation. Il a même dit qu'on connaît très bien la pelouse, on connaît bien les conditions de séjour. Il a parlé à votre place. Est-ce que c'est normal? Merci, coach. Je suis pas dans l'hypocrisie, absolument pas. Ouais, non, mais ouais, mais vous comprendrez que c'est difficile de répondre à toutes ces questions-là. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que aujourd'hui, déjà par rapport à vous avez parlé du manager général, j'aurais aimé aussi qu'on dise, par exemple, vous le connaissez assez bien, je pense, il y a un nouveau manager général qui est là, qui est M. Zefzef, voilà, sur lesquels j'avais entendu beaucoup de bonnes choses depuis mon arrivée. J'ai toujours un peu questionné tous ceux qui avaient l'habitude de travailler avec les anciens bureaux et savoir qui était. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est l'organisation. C'est très important et ça fait partie justement des éléments qu'on additionne, des éléments favorables ou défavorables. Là, je vous rejoins. Le plus important aujourd'hui, pour parler du manager général, le plus important, c'est pas de tirer sur les uns et les autres. Aujourd'hui, si Amin Labdi a été démis de ses fonctions, moi, la seule chose que je peux dire,
On a travaillé ensemble pendant un certain temps. On a fait des bonnes choses, on a fait de moins bonnes choses. On est tous responsables les uns les autres. À la limite, sa destitution, elle est le résultat aussi de nos échecs à nous. Donc on est concerné par rapport à ça. J'ai pas à dire voilà, je parle purement de que c'est un frère. On remet ça de la sphère privée, on la met de côté. Maintenant, les erreurs, on en commet tous. Et je vous ai dit, moi le premier. J'ai l'impression, quand on m'a appris, quand on m'a dit, pour parler clairement, le président m'a annoncé la destitution d'Amin Abdi, il fallait absolument se trouver la personne idoine, et la personne avec les compétences qu'il faut pour préparer ce qu'on est en train déjà de préparer. Parce que moi, 2 jours, 48 heures après notre match contre la Côte d'Ivoire, je me suis réfugié dans le travail et j'étais déjà en train de préparer cette double confrontation contre le Cameroun. Donc j'avais déjà commencé à bosser avec celui à qui j'ai toujours bossé, c'était Amin, pour préparer le prochain rassemblement. Donc j'ai dit de suite au président avec qui j'allais pouvoir faire tout ce que je lui ai montré concrètement ce que j'étais en train de faire. Et donc il y avait une interrogation par rapport à ça. La réponse n'était pas comment dire, ne répondait pas à mes attentes, pour faire simple. Et on a décidé rapidement de faire appel à monsieur Zefzef, avec lequel nous avons très vite bien avancé et travaillé de manière vraiment structurée. J'ai pu ressentir chez lui, pas faire de comparaison avec qui que ce soit, mais j'ai pu ressentir chez lui vraiment une grosse expérience et gros professionnalisme. C'est ce que j'avais entendu dans le passé. Alhamdoulilah, aujourd'hui, il rejoint, il vient mettre toute sa compétence au service de l'équipe nationale. Voilà, pour le reste, j'espère que j'aurais été... 2 questions, madame, balance par là, et faites vite. السلام عليكم كوتش. السلام. موشي هشام قناه الهضاب تي في. السؤال ديالي يعني حبيت نعرف رايك في التعيينات الاخيره في المديريه الفنيه ديتيان وكيفاش حيكون التعاون تاعك مع هذه التعيينات الجديده. Monsieur Kourichi. التعيينات الجديده نعم. Pour l'instant c'est Monsieur Kourichi, c'est ça? نعم. Ah. Bah, moi il n'y a pas de... Je vois pas... si M. le DTN, M. Kourichi, a envie de parler football et que ça a un rapport avec l'équipe nationale, aujourd'hui, c'est mes prérogatives. Aujourd'hui, l'urgence, elle est à ces 2 matchs. Donc, j'ai entre guillemets, pas de temps à perdre pour ne parler d'autre chose que l'équipe nationale. Donc, s'il a envie de me parler de l'équipe nationale et de cette double confrontation contre le Cameroun et qu'il a des choses intéressantes à partager, bien sûr, il n'y a pas de souci. Après, pour ce qui est du reste, le DTN est chargé de mettre en place tout ce qui a un rapport au football national. Pour l'instant, on peut en discuter dans l'avenir, on peut parler de ça dans l'avenir, je peux donner mon avis. Mais là, ce qui m'intéresse là maintenant, c'est l'équipe nationale du Cameroun. C'est la double confrontation contre le Cameroun. La Kouli Hel, pour moi, j'en profite pour le dire, pour moi, c'est les 2 matchs les plus importants. Pas peur de dire ça. Carrière de joueur, carrière d'entraîneur confondue. J'ai jamais fait de Coupe du Monde, je vous l'ai dit. Je suis un petit peu égoïste sur cette affaire-là. Mais donc, un égoïsme que tout le monde va partager finalement, parce que c'est pas que pour moi, c'est pour l'ensemble du pays. C'est les matchs les plus importants de ma vie. Donc, on va vraiment tout donner, s'impliquer et vraiment faire en sorte qu'on soit le plus près possible pour cette double confrontation. J'ai dépassé un petit peu parce que j'ai déjà répondu à votre question. Donc, et je sais que pour les joueurs, c'est ça qui nous intéresse. Je sais que pour les joueurs, pour en avoir parlé ici et là, avec eux, pour beaucoup d'entre eux, c'est la dernière possibilité de jouer une Coupe du Monde. Pour un joueur de football, c'est le Graal, c'est ce qu'il y a de plus haut, c'est la compétition par excellence. Donc, on veut être là, absolument. C'est ça qui m'anime depuis le 20 juillet, allez,
On ne va pas faire de démagogie depuis début septembre 2019 jusqu'à aujourd'hui. Ce qui m'anime, c'est la poursuite de cet objectif et de cette compétition. Je sais que je vois déjà différence, ne serait-ce que d'implication d'un point de vue mental, pour en parler avec eux sur cette compétition et l'envie absolue d'y être. Donc ça, c'est ça qui m'intéresse le plus, moi. Donc on va tous, on sait que notre peuple attend ça avec impatience. À la Kouli Hal, j'ai vu à la Sha'bna, généralement dans tous les pays, quand il y a un succès, c'est l'euphorie générale et tout ça et tout, et quand il y a un échec, c'est tout le contraire, général aussi. Là j'ai vu un peuple, notre peuple, et je l'ai partagé aussi ça avec les joueurs en leur disant, et ils l'ont vu de même. J'ai vu un peuple très sage, qui n'a pas été amnésique, qui certes est déçu. Il doit être déçu, il a raison d'être déçu. Mais si, il peut montrer sa déception, mais il a beaucoup plus montré sa gratitude à ce travail qui est presque inédit. Je vous le répète, parce qu'il y a certains qui toujours essayent d'amoindrir un petit peu de trucs. Cette génération, ce groupe de joueurs qui a été ramené des trophées dans la vitrine de la fédération, qui a fait que le pays gagne. Moi, ça a été mon objectif numéro 1 quand je suis venu en équipe nationale. Je l'ai dit ça, il y a encore des vidéos de ça, vous pouvez aller voir. Où j'ai dit, j'étais pas sélectionneur encore, je travaillais au Qatar. J'ai dit, moi, le jour où je vais en équipe d'Algérie, c'est pour gagner des titres. Coupe du Monde, c'est difficile. Coupe d'Afrique, c'est possible. On a ramené des titres. Cette génération de joueurs a ramené des titres. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Le Sha'b Mansahada, il n'a pas oublié le farha, tous les jours, on essaie de leur transmettre. Même sur cette dernière Coupe d'Afrique, c'est toujours été notre truc. Après, est-ce qu'on avait les capacités à ce moment-là? Est-ce qu'on avait est-ce qu'on était armé pour ça? Non. L'envie était là, parce que c'est toujours notre détermination va toujours dans ce sens-là, mais on n'avait pas ça. Donc nous, l'objectif aujourd'hui, c'est de farhou bil sha'bna. Vraiment, le farhou sha'bna, c'est pas un discours comme ça. Et nous, c'est l'objectif, c'est que voilà, tout notre pays, on a 8 mois devant nous après cette date-là pour se préparer dans l'euphorie, puisque avoir, c'est comme si vous allez vous préparer à aller à un mariage. Un mariage, c'est une belle préparation, ça, normalement. Donc, Mabrouk, bienvenue, Meshek. Salam alaikum. Allah yabarak, Inch'Allah. Allah yabarak. Donc voilà, donc imaginez-vous une qualification, c'est ce qui a été dit aux joueurs, une qualification au mois de mars. Vous avez jusqu'au mois de novembre-décembre à vous préparer et là nourrir après d'autres. C'est un autre objectif, parce que se qualifier une Coupe du Monde. Combien il y a eu d'éditions de Coupe du Monde, vous journalistes? Non, dans l'histoire de la Coupe du Monde, combien? 21 Coupes du Monde. On a participé à 4. C'est pas mal en Afrique. C'est pas mal. C'est pas comme si on. Oui. Après, ça aussi, je l'ai dit aux joueurs. Pour moi, parce qu'après, ça va être une Coupe d'Afrique, une Coupe du Monde tous les 2 ans, avec beaucoup plus d'équipes. C'est ça. Donc, je leur ai expliqué, je leur ai dit, c'est la dernière vraie Coupe du Monde, celle que l'on connaît, la rareté de la Coupe du Monde, celui qui y participe, le privilégié qu'il est. Donc, exactement. La Coupe du Monde de Diego Maradona, parce que moi, j'ai 76, 10, voilà, mais moi, je suis de 76. Ça, c'est Campes, vous avez dit 78. Donc, moi, je suis celle de 86, j'avais 10 ans. Pour moi, la Coupe du Monde, c'est ça, c'est Diego Maradona, c'est tout ça. Bien sûr qu'il y a eu celle d'avant, les Pelé, tout ça. Mais moi, c'est celle-là le début de l'envie de faire ce métier. J'ai voulu faire ce métier pour faire une Coupe du Monde. J'ai pas voulu faire ce métier pour jouer contre des matchs de championnat. C'était pas ça. Après, on sait que c'est le processus. Mais c'était la Coupe du Monde. Donc c'est la dernière fois qu'il y a cette Coupe du Monde dans cette configuration-là, avec la rareté que c'est. Pour des joueurs qui sont un Riyad Mahrez, pour parler clairement, un Riyad Mahrez, je sais que c'est une priorité pour lui. Il n'est pas seul, évidemment, mais voilà, c'est le nom de joueur qui est comme ça, qui est le plus en vue, qui joue dans le plus grand championnat, des plus grosses équipes. Voilà, il sait pour lui, il n'a pas fait de Coupe du Monde. Vous m'avez pas entendu. J'ai dit pour lui, il n'avait pas fait de Coupe du Monde.
faut tout entendre. Pour lui, il n'a pas fait Coupe du Monde. Il a joué une mi-temps contre la Belgique. Pour lui, il n'a pas fait de Coupe du Monde. Donc, on a tous envie d'y être. On a tous envie de vivre ces 8 mois d'euphorie, football, je parle purement football, 8 mois entre le mois de mars et le mois de novembre, et se préparer et aller peut-être faire quelque chose d'exceptionnel là-bas. Avant ça, il y aura un lourd combat. S'il vous plaît, on est en dépassement de l'heure du jeu, donc on va essayer d'aller un peu plus vite. Yazid, s'il te plaît, question rapide, on passe au milieu. Voilà. Salam alaikum, Yazid Jumaad, la chaîne Al-Bilad. Justement, coach, ma question c'est concernant la double confrontation contre le Cameroun. On va rejouer à Djapoma, à Douala. Donc on veut savoir votre avis par rapport à ça. Et ça fait quelques jours que vous êtes à Alger. Est-ce que vous avez visité le stade Tchaker? Au moins, on a vu le président qui a déjà visité le stade et la pelouse, ainsi que le manager, M. Zvizev. Donc est-ce que vous avez des rapports par rapport à ça? Non, j'ai été hier au stade. D'accord, très bien. Ouais. Par rapport à Japoma, c'est ce qu'on nous a donné. C'est ce qu'on nous a donné. On estime. Le Cameroun joue à Yaoundé de manière générale. Il joue tout le temps à Yaoundé. Exceptionnellement, ils nous font jouer à Japoma. J'imagine que les motivations pour lesquelles on nous envoie dans ce stade-là, c'est une équipe qui est traumatisée par les Clermont. Hein. On ne tourne pas autour du pot pour ce genre de truc. C'est une équipe qui est traumatisée, qui a vécu un mauvais tournoi, mauvaise expérience dans ce stade-là. On les ramène dans ce stade-là, histoire que voilà, ils sont hantés par. Non, ça peut déculper que nos, parce que ce genre d'argument normalement il n'existe pas dans le sport. Alors, ils ont l'habitude de jouer à Yaoundé, Donc vous nous ramenez ici. Des dakhla a fait la superstition, dakhla fait truc. Moi, je pars du principe que comme j'ai jamais monté à cheval, mais on me dit que voilà, c'est ça. Quand tu montes à cheval, ou je suis tombé d'un vélo quand j'étais petit, la première des choses qu'il faut faire, c'est remonter sur le vélo. Tu tombes d'un cheval, il faut vite remonter sur le cheval, sinon t'en feras plus jamais. Apparemment, t'as un traumatisme, tout ça et tout. Moi, pas de problème. Si on m'avait donné le choix, moi j'ai envie de jouer dans une belle pelouse. J'ai envie de jouer dans une pelouse praticable. Il me semble qu'eux aussi, ils ont des joueurs pour. Mais j'espère que si la pelouse est bien, il n'y a pas d'histoire de traumatiser, pas traumatiser. On est traumatisé par la pelouse, nous. Le côté catastrophique de cette pelouse. Ça, il n'y a pas de. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Elle était catastrophique. T'as ça. Donc, mais le stade, la ville. Je suis pas un touriste, moi. Je viens pas à Douala pour visiter. Il n'y a pas de monstre là-bas. Il n'y a pas de rien du tout. Il y a juste donnez-nous un truc pour pouvoir jouer au football. Voilà, et puis nous il n'y a ni traumatisme ni rien, la superstition, on n'est pas traumatisé, loin de là, c'est notre compétition, et ça fait que renforcer notre truc. Voilà, déculper notre envie d'aller faire un gros match là-bas. Tchaker, je lui ai dit, Tchaker, j'ai été voir, nickel chrome, alhamdoulilah, félicitations à ceux qui bossent dessus. Bonjour coach, Riyad Belkhadim, Canal Algérie. En fait, je crois qu'aujourd'hui c'est une des rares conférences de presse où vous avez presque répondu à toutes les questions. Non, je réponds toujours à tout. Non, avant même qu'on les pose, parce que vous avez répondu à certaines questions que j'allais poser, notamment celle de la déconvenue en Coupe d'Afrique, depuis que vous êtes en poste en tant que sélectionneur, que ce soit l'Algérie ou le Qatar, comme a dit Mahammar tout à l'heure. C'est un sacré coup d'arrêt. La première question, elle est personnelle, elle est pour vous. Avant de gérer le mental des joueurs, comment vous avez vécu cette période jusqu'à maintenant, parce que le match du Cameroun y commence maintenant. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une chance pour vous d'effacer cette grosse déception? Parce qu'en face, d'abord vous avez le Cameroun, vous êtes obligé de revenir à l'endroit où vous avez perdu, au bout de 35 matchs, au Cameroun, pour aller arracher ce dont vous rêviez depuis que vous êtes tout petit. Ça, c'est une chance aussi. La seconde question, c'est sur le technique par rapport au match du Cameroun. Vous avez regardé le parcours du Cameroun jusqu'à leur élimination en demi-finale. On a regardé leurs 13 derniers matchs. Vous n'allez pas nous dévoiler, bien sûr, les secrets techniques de ce match, mais est-ce que vous pensez qu'en un mois, ou un peu plus d'un mois, cette Algérie qui avait tutoyé le très haut niveau en remportant la Coupe d'Afrique en Égypte, est-ce qu'on peut la retrouver pour cette double confrontation à Douala et ici à Blida, parce que en fait c'est un match en deux quoi, pour passer, pour aller au Qatar? Bonne question.
déjà, c'est pas cette grande équipe, pour moi, elle n'est pas juste là. Elle a démarré peut-être, et même elle a même démarré avant la Coupe d'Afrique. Bon, le triomphe a été concrètement établi avec l'attribution du trophée en 2019, mais cette grande équipe, elle a continué à travailler, elle a continué pendant toutes ces années à être performante. Pas toujours avec les meilleurs matchs, mais ça je vous le dis, ça c'est le lot de toutes les équipes du monde. Je pense que vous le savez ça. Vous allez voir le Brésil jouer, vous allez voir le truc. C'est pas tous les jours la samba. Hein. Vous voyez le Brésil des fois, ils jouent ils jouent très mal, mais ils gagnent leur match. Donc nous, ça nous est arrivé de pas jouer très bien, mais de gagner nos matchs. Donc la constance a été là pendant toutes ces années-là. Le coup d'arrêt, ça a été le match du Sierra Leone. Même pas la double confrontation contre le Burkina Faso, quand on l'a présenté comme une équipe, c'est toujours la même chose. Une équipe, c'est finalement ceux qui communiquent là-dessus. Je vous dis pas vous comme ça précisément, mais ceux qui communiquent, qui se reconnaîtront. Ceux qui nous disaient par contre le Burkina Faso était fait, demi-finale de la Coupe d'Afrique, ils ont failli à moins une, ils ont failli aller en finale et peut-être la gagner, on ne sait jamais. Donc nous, on sait qu'on est capable. On sait qu'on est capable de... Parce que là, quand on a analysé tout ce qu'on a analysé avant, dont on a parlé, donc ça, c'est des données, c'est verbal. Après, il y a tout ce qui est visuel, et il y a tout ce qui va être, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est analyse purement technique. Assembler tout ça. Le but, c'est de quoi? C'est de ne pas recommettre les mêmes erreurs à tous les niveaux, d'un point de vue tactique, d'un point de vue capacité athlétique pour réaliser les plans de jeu et mettre en pratique notre football et nos principes de jeu. Donc ça, c'est les choses qu'on va pouvoir, sur lesquelles on va pouvoir et devoir rectifier si on veut. Il est certain que c'est pas sûrement avec les mêmes ingrédients, tout ce qu'on vient de citer là, qu'on va pouvoir réaliser juste parce qu'on a envie d'aller à la Coupe du Monde et on a un rêve. Leur rêve, il est décuplé aussi au Cameroun. Eux aussi, ils ont envie d'aller... Samuel Eto'o, il a envie d'aller en Coupe du Monde en tant que président de fédération. Les joueurs ont envie de... Les joueurs, s'ils ne sont pas dans un succès, ou dans un échec plutôt, dans un échec à part entière, ils ne sont pas dans un succès par rapport à leur dernière Coupe d'Afrique organisée à la maison, sur tapis rouge. Donc, eux... ils ont aussi cette envie d'y aller à cette Coupe du Monde. Donc, ça ne va pas juste être des mots ou une envie, ou même ne serait-ce que de la détermination. Il va falloir sortir des choses qu'on a peut-être rarement sorties. Il va falloir vraiment répondre présent d'une manière très forte des Japoma. Et ça, ce n'est pas un travail qui démarre aujourd'hui, lors de notre conférence de presse. C'est un truc qui démarre, et c'est là que je réponds en même temps à votre première question. La seule manière qui me permet de pouvoir vivre normalement, et là j'en rajoute pas, j'en abuse pas, mon staff à côté peut vous le dire, la seule manière que j'ai de vivre normalement, c'est qu'on a tout de suite la possibilité de rectifier ça avec deux matchs d'une grande importance. Et tant mieux, tant mieux que ça puisse se passer comme ça. Et ça a commencé, quand est-ce qu'a commencé ça? Dès le lendemain de notre match d'élimination. Aziz Bourras est là pour témoigner, on a eu 7 heures de vol. J'avais eu l'impression qu'on avait mis 20 minutes, tellement on a discuté et mis en place les choses. C'est la seule manière que j'ai pour me réfugier dans le travail, pour vite essuyer cette déconvenue et donner à nos joueurs qui le méritent, à notre peuple, la possibilité de vivre un grand événement comme la Coupe du Monde. Si on se qualifie en Coupe du Monde, vous battrez notre record. C'est le premier à battre Cameroun. Ah, il y a aussi ça, il y a aussi cette statistique entre ces deux équipes-là. Non, elles sont. Non, mais moi, ces statistiques, elles sont révélatrices. Quand on a joué autant de matchs et qu'on a aussi peu de succès contre cette équipe-là, c'est sûr que là, c'est le moment de. On l'a fait de toute manière, on a fait des choses, de grandes choses. On n'avait jamais gagné de Coupe d'Afrique en dehors de chez nous. On a été le faire en Égypte. On a plein de matchs, plein de choses comme ça où on n'était pas a priori les favoris. On a su renverser la tendance. Il faudra le faire encore, absolument, sur ce match-là, sur ces deux matchs-là. كوتش عصام عيسي قناة الجزائر الدولية ال24 نيوز. سؤالي يتعلق طبعا المباراتين القادمتين امام الكاميرون ذهابا وايابا.
هل سيعتمد الناخب الوطني جمال بالماضي على القائمة الأساسية واللاعبين يعني اللي اعتدنا على استدعائهم أم أن الناخب يفكر في استدعاء ربما لاعبين جدد لتدعيم القائمة؟ وشكرا. Bon, je ne rentre même trop les détails, mais ce qui a été dit aussi avant cette CAN, pour vous dire à quel point on était, je ne sais pas si c'était judicieux ou pas, mais qu'on a toujours eu, ils le savent, on a toujours eu l'objectif de cette Coupe du Monde, ça a été que avant ce mois de mars-là, il va y avoir une Coupe d'Afrique. Cette Coupe d'Afrique-là, elle doit être pour nous, je vais en tirer des enseignements. Il va y avoir une analyse de fait avec ma laïbine, pour parler clairement, hein, qui va avoir un impact direct sur le tasfiyat Kass al-Alam. Donc cette analyse sera faite et il y aura des conséquences de cette analyse-là. J'ai répondu? Femt? Salam alaikum coach, كما قلت après la première question, les stats gars كانوا معنا surtout les deux premiers matchs de la CAN, mais ما حبش تدخل voilà. Est-ce que c'est le problème de la ligne d'attaque et justement واش راهو صار exactement مع بغداد بونجاح est-ce que c'était un passage à vide ou exactement? Bien sûr que c'est quand un joueur il a vraiment beaucoup de buts. Si on se rappelle, c'était que la saison là où il avait fini entre guillemets meilleur buteur du monde. Bon, ça, faut pas enlever du mérite à ce genre de stats. Beaucoup de buts en Champions League asiatique, beaucoup de buts en équipe nationale. Il a marqué pas mal de buts. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est dans une situation, il est dans le dur où Marachi Sedjel, Kimakani Sedjel. On fait le nécessaire. J'ai beaucoup travaillé sur ces aspects-là avec lui. Mais il y a le travail qu'on fait avec lui, mais il y a surtout les attentes. À un moment donné, on est obligé, on a besoin de mettre des buts au fond. Et des fois c'est individuellement, des fois c'est sur notre animation offensive. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu, et il va falloir trouver des solutions par rapport à ça. Je cherche les solutions et on est Inch'Allah. On va faire en sorte de les trouver pour ces deux matchs-là. Bonjour coach. Bonjour coach. Bonjour. On a parlé de tout, on n'a pas parlé du programme de préparation de l'équipe nationale avant le match du Cameroun. On a entendu parler de la Guinée équatoriale, mais rien n'est encore, c'est-à-dire clair par rapport à ça. Deuxièmement, il y a eu beaucoup de spéculations par rapport au cas Delors, malgré vous avez classé le dossier par rapport au cas Delors. C'est-à-dire il y a beaucoup de pourparlers sur les réseaux sociaux et tout. Il y a même le joueur qui vient de déclarer récemment. Donc, est-ce que vous pouvez nous clarifier une fois pour toutes ce dossier? Qu'est-ce qu'il a déclaré? Bon, son souhait de revenir, encore une fois, à l'équipe nationale. Chez RMC, il a déclaré à RMC avec l'émission de Roten. Donc, il a parlé de son souhait de revenir, c'est-à-dire. Pas Roten, le sélectionneur de l'équipe nationale. C'est quoi ces histoires? Non, mais pour la première question, c'est quoi la première question? Il m'a perturbé avec la deuxième question. Première question, c'est quoi? Stage. Pour le stage, oui, on est à un petit mois maintenant de la compète. Il y a eu des choses qui ont été, il y a souvent beaucoup de choses qui sont dites et souvent erronées et souvent fausses. Normalement, vous devrez comprendre que il faut une forme de discrétion aussi. Moi, j'ai pas le plan de vol et l'organisation Winbari Yaklo, Winbari Derbo, Winbari truc du Cameroun. Pourquoi nous, on dirait à 1 mois et demi, à 2 mois, ce jour-là, tel endroit, viens me voir et viens faire ce que tu as à faire. Non, ça, il faut que nous on a tous cette intelligence parce qu'on est tous concernés par ça. Donc, les qui viennent et qui en parlent comme ça et qui insistent et qui veulent savoir, il faut juste qu'ils comprennent qu'on a un minimum de discrétion à avoir sur ce que l'on fait. Il n'y a que nous qui sommes là, qui veulent toujours tout dire et à tort, et en plus beaucoup d'informations. Après, juste pour répondre, parce que je vais répondre par respect, je vais répondre à ta question. Déjà, j'ai entendu plus ou moins ce qui avait été dit
par rapport à Andy, c'est vous qui parlez de l'or. Hein. Pour moi, c'était clos. Hein. Donc, je vous réponds, moi, ça. Que les choses soient bien claires. À part Hadouk Nes, mal intentionnés, toujours Cain, ici et là, qui discutent et qui juste, ils veulent créer une forme, entre guillemets, du fameux buzz, ou une forme de venir mettre de l'huile sur le feu, ou venir profiter que, voilà, pour l'instant, on a peut-être un genou à terre. Donc, ils veulent venir t'achever. De toute manière, comme ça, c'est peut-être faire le scoop demain. Ça, toujours de tout temps, ça existait, ça. C'est pas tous les Algériens qui ont envie de... En gros, je suis sûr, et vous êtes sûr, et peut-être même il y en a dans la salle, que certains bledna n'ont pas été très fâchés, pour être gentils, de cette élimination, de cet échec à la Coupe d'Afrique. Wallah, il y en a qui s'en sont contentés. Comme il y en a qui se contentent et qui souhaiteraient peut-être qu'on n'avait pas en Coupe du Monde. Ça, c'est une évidence. Djezeri. Et je suis sûr de ça. Donc, pour ça, on utilise plein de choses et on va toujours à contre-courant. Toi, tu vas au nord, non, il va au sud. Tu vas au sud, il retourne au nord. Tu dis, donc pour revenir à ça, moi, je suis assez surpris. Moi, quand on vient exposer le cas de l'or, il n'y a absolument rien de personnel. Il n'y a rien du tout de personnel. Moi, à la limite, on dit de l'or. C'est humainement quelqu'un que j'apprécie. Il n'y a absolument rien de personnel. Libre ou Djibouha, quand vous le ramenez sur une affaire personnelle, ceux-là sont mal intentionnés, ou stupides, réellement stupides, ou et ils sont là, ils parlent du football de l'équipe nationale, ce qui est grave. Normalement, tu ne ramènes pas n'importe qui pour parler de l'équipe nationale. Ouahad yefhem, premièrement, ouahad honnête et juste. Quand il dit quelque chose, il ne dit pas Belmadi, un problème avec Belmadi. Il n'y a pas de problème avec Belmadi. C'est l'équipe nationale d'Algérie. Elle m'appartient pas moi. J'en suis responsable, j'en suis truc, mais j'en suis garant pour l'instant de ses valeurs et des performances que tout le monde attend. Mais elle m'appartient pas. Je suis juste au service du pays, moi, au service de l'équipe nationale. Donc j'ai aucun problème avec Andy Delors, aucun problème personnel. Donc déjà ça, on met ça de côté. On parle plus jamais de problème avec le président. Non, pas de problème. Une chose. Et deuxième chose. C'est pas pour. Et je sais qu'on va vite au raccourci. On n'a pas marqué de but, Djibo a des joueurs. Il n'y a pas de Zoro chez nous. Pas de Zoro, encore moins lui. Mais ça, c'est un bon joueur ou l'autre. Et comme on veut dire, c'est parce que ceux qui discutent de ça disent tout ce qui leur arrange. Troisième choix, pas troisième choix, c'est quoi ces trucs-là? Je vous ai montré par A plus B qu'il était dans un turnover, qu'il était dans une concurrence, qu'à un moment donné, ouais, mais pourquoi mais Bardad Bounedjah, à ce moment-là, il était prolifique. Aujourd'hui, c'est facile, Bardad Bounedjah. Kislem Slimani a toujours marqué des buts. Et il était à un moment donné, avant cette annonce ou cette décision, li Houadeha. Il ne faut jamais l'oublier. Houadeha. C'est lui qui dit ce qu'il a dit, et pendant une année, mais ça fait que 5 mois, l'année ma kemletch. Donc, عنده encore le waqt. Donc, et après, il va aller voir واحد آخر ويقول له maintenant je suis, mais c'est pas Roten qui sélectionne quand même. Elle dit mais c'est extraordinaire votre truc. Parce que Ntouma, ne surenchissez pas parce que vous avez fait 1000 émissions sur lui. Ntouma, vous avez donné truc. Hadi c'est pour moi je me reconnais pas. الحق نقولها لكم, je me reconnais pas. انا ما داني والو, انا دير حاجه ليكم. Hein? Ouais, les comme tout on dirait que c'est à moi. C'est pas à moi. Ça, une année mise entre parenthèses, consacrée à mon club parce que concurrence. Pourtant, il يقعد في البنطوش le club تاعو. ما عندوش مشكلة. مشكلة غير معنا. Donc, soyez correct, soyez juste. Ne profitez pas parce qu'on a un genou à terre. Parce que ce qu'un genou à terre, c'est l'équipe nationale. C'est votre pays. Donc, mettre Djibounesh à d'autres trucs. Moi, pour moi, c'est même. Pour moi, c'est grave de donner autant de la khol. Je vous dis, je respecte l'homme, il a pris une décision, on en a pris acte, on guedmou. Mais ça aurait été lui, ça aurait été Riyad Mahrez, ça aurait été la même chose. Il n'y a pas de Zoro, on a obtenu nos résultats parce qu'on a truc. Mais t'nsaouch barah. C'est pas aujourd'hui, on a un genou à terre, c'est lui qui va devenir le sauveur. Mais qu'est-ce, il n'y a pas de sauveur chez nous. Le sauveur, c'est tout Algérien qui veut représenter son pays, ou un Hamas, Baïdji, le Blédo.
Ça, sur ça, je ne me reconnais pas dans tous ces gens-là qui le prennent maintenant aujourd'hui. Mais ça, je sais, à la belle, ils en ont rien à faire de... C'est pas de lui qui parle. Huma, c'est Qadir Chars. Huma, ils sont dans une histoire de mettre le feu comme on peut. Donc, celui qui dit l'équipe nationale, c'est pas Jamel Belmadi. Bien sûr que c'est pas moi. Mais est-ce que Chouhada, on va faire la démo, c'est pas un problème de les mentionner, Allah yarhamhum. On va faire pas de démagogie. Chouhada, restons fi Chouhada dans le football. Parce que notre histoire, elle est particulière. Il n'y a pas un pays dans le monde qui a utilisé le football pour mener une cause d'une révolution. Là, l'équipe du FLN. Chaque fois qu'on peut les nommer, on les nomme. Moi, quand je suis venu, c'est la première chose que j'ai fait, avant de parler de tactique, avant de parler de trucs. J'ai dit, voilà les valeurs. Hadou les valeurs. Vous héritez de ces sacrifices-là, de ces gens-là. Hadou, روح قولهم مازالوا موجودين. اللي راه مريض الله يشافيه اللي راه موجود. روح شوفوا ماوش, par exemple. روحوا شوفوا غاشم مخلوفي مازال parmi nous, inchallah ربي يشافيه مريض ربي يطول في عمره. Allez leur voir, parce que regardez comment on veut utiliser des termes que tout le peuple va être Chouhada. Oui, Chouhada. On n'a pas respect pour Chouhada, pour l'équipe du FLN. Rohou Goulhum, Touma, que vous avez fait tous les sacrifices d'une carrière, d'une vie, question de vie ou de mort, parce que vous vous êtes échappé, vous êtes truqué pour venir mener une cause pour cette équipe qui allait devenir la nôtre, l'équipe du FLN qui allait devenir la nôtre. Allez leur dire que un parmi eux dit, je mets entre parenthèses, ou là, pour une saison, Touma Rotlabou Banji, Rohou Goulhum, et dites-leur, est-ce que vous adhérez? Ça dépasse le cadre du football, Khoya. Ça dépasse le cadre du football. Moi, c'est avant tout nos valeurs. Mais si tu parce qu'il y a une caisse à l'Alam, dis-moi Zoro. Allah, ni Zoro, ni qui que ce soit d'autre. Ça, c'est moi, je défends les valeurs de mon pays. C'est ça. Celui qui n'est pas comme ça, pour moi, Marash Fahem, Hayatou, Tariq Ta'ou, ou un problème fait Galbo. En tout cas, je ne me reconnais pas dans ce discours-là. Il n'y a personne qui. On peut commettre des erreurs. Hein. Commettre des erreurs. On en a eu des joueurs qui ont commis des erreurs. Pas dans ce domaine-là. Et je répète, zéro problème. 3 semaines, je vais vous donner votre scoop si vous voulez, 3 semaines avant son intervention. Et quand on dit son message, le coach, il aurait dû le mettre de côté. Gahedou, tous ces arguments, c'est que pour faire du tort. À qui? Au moins. Hein. C'est un problème de Chars. Hein. Ils ont rien à fiche du cas ou du truc. 3 semaines avant. Avant son message, qui était obligé d'être public, je ne vous l'ai pas remis publiquement, je vous ai dit, il a mis l'équipe entre parenthèses, pour pas que vous me dites à chaque regroupement, il est où Andy Delors, ou là, il est où Mahrez, ou là, si quelqu'un vient me dire un jour, si demain c'est Mahrez qui me dit, Jamel, coach, je mets l'équipe nationale entre parenthèses, ça ne me sélectionne plus. Prochaine sélection, je le prends pas, qu'est-ce qui se passe? Vous me posez la question, je dis quoi? Il est blessé? Non, il n'est pas blessé. Suspendu? Il n'est pas suspendu. Chen Golkom. Je vous mens? Je vous dis Menedish parce qu'il n'est pas performant, ou la Menedish parce que c'est pas un bon joueur, il n'est pas sélectionnable. Je ne peux pas vous dire ça. Ça, c'est un cas de. C'est là où on voit que que c'est pas mon équipe nationale. C'est mon équipe nationale au même titre que tous les Algériens. J'ai un devoir d'honnêteté. Donc je suis obligé de dire. Et je dis au minimum, j'ai 100 000 conversations avec tous mes joueurs en termes de comment dire, je sais pas comment dire ça. De relations et dans l'intimité avec mes joueurs, vous ne pouvez pas me faire de trucs. Mais quand il s'agit de l'ordre public et que ça appartient à l'ordre public, je suis obligé de dire ce qu'il y a. Ni plus, ni moins. J'en rajoute pas, je ne suis pas là pour lui faire du tort. Vous m'avez parlé 1000 fois de nos joueurs, là, les Jdid, ceux qui sont en équipe de France, ou ceux qui n'ont pas encore choisi. J'ai toutes les... Je vous ai jamais dit, quitte à prendre la pression sur moi. Tous les joueurs intéressants, tous les joueurs qui auraient pu, des Algériens, je crois, qui auraient pu être d'un apport pour aider l'équipe nationale, tous ont été contactés, avec tous on a discuté. J'ai pas envie de dire ce qu'ils disent, c'est pas grave, je prends la pression sur moi, il n'y a pas de problème, parce que j'ai pas envie. Ils ont des familles, où m'appelle que leurs familles n'ont rien fait, je vous ai déjà expliqué, leur famille n'a rien fait, donc ça ne sert à rien de dire. Awar, on en a déjà parlé par exemple. Awar, on ne veut pas le relancer comme ça, mais c'est le joueur dont on a toujours parlé et je vous avais expliqué. Donc cela, on peut en parler rapidement. Il savait tout. J'ai pas envie qu'on fasse du tort ni aux joueurs d'ailleurs, ni à sa famille. Il y en a plein d'autres comme ça. Tous ceux que vous connaissez, tous dans le même cas. Les bons joueurs, je les veux moi. Je vous l'ai dit le premier jour. Les bons joueurs qui peuvent servir l'équipe nationale, je les veux.
Donc pour revenir à notre ami Andy Delors, 3 semaines avant son refus ou bien sa déclaration de mettre l'équipe nationale entre parenthèses pour une saison, pour se consacrer à son club. Avant ça, 3 semaines avant, je lui avais dit, au retour de notre match contre le... Je peux vous la donner, cette discussion, c'est d'ordre, c'est pas un problème. Prépare-toi pour le prochain rassemblement, tu auras une grosse discussion là-dessus. Et c'est vrai que j'avais senti, mais je ne peux pas me méfier de quoi que ce soit. Mais voilà, il n'y avait pas de retour, comme d'habitude, quand on discutait, c'était un échange qui allait que dans un sens. C'est après que j'ai compris, en fait, que voilà, qu'il était dans la difficulté, qu'une décision est déjà prise. Voilà, moi, j'ai pas envie de trucs et de surenchérir sur ça. Et normalement, même je fais de le et c'est la dernière fois que je parle de ça. Je dis pas que c'est la dernière fois qu'il vient en équipe nationale. Peut-être viendra un autre sélectionneur ou il viendra sûrement, évidemment, viendra sûrement. Je dis pas que c'est fini pour l'équipe nationale pour lui. Il y a des choses à faire. En tout cas, sûrement pas d'aller chez l'autre de Mengouche, même pas ce mot. Moi, quand j'ai intervenu là-bas, pas pour moi. Si je devais répondre, pour moi, c'est pour Bledna, c'était pour des choses pour moi. Je fais 1000 émissions, 1000 radios, 1000 trucs par jour. Je refuse tout, il est là pour en parler. Il ne s'agit pas de parler de moi. L'équipe nationale. Donc aller là-bas pour aller se faire... Ça, c'est des histoires... Voilà. Salam alaikum, coach. Zahra Rian, Jarida al-Maghreb. Je m'en serais passé, hein. Alors là, je m'en serais passé, khoya. Là, je m'en serais passé. On va faire confiance à des joueurs Tawana qui viennent et qui ont envie, qui vont se dépasser et qui vont faire la différence. Inch'Allah, on en reparlera après le deuxième match. Inch'Allah. زهرة ريان جريدة المغرب الأوسطية انفو مغرب. سؤالي الأول حول المباراة الفاصلة. نعم. كيفية التعامل مع ضغط المباراتين وتحضير اللاعبين من الناحية النفسية ووقوفك على جاهزية اللاعبين مع عودة اللاعب عدلان قديورة وبن طالب وما يقدمه أيضا يوسف بلايلي مع بغاز. شكرا. دونك احنا نتبعوا اللي قلت لك نتبعوا لعبنا كل يوم كل اسبوع كل مباريات اللي يديروها مع اللي يعملوها في دورتهم ومع فريقهم و en plus de communiquer régulièrement dans la semaine et préparer au mieux avec le prochain rassemblement et que tout le monde soit prêt à tous les niveaux pour cette double confrontation. Bonjour coach, Nazim Bessol, Botola. Une question peut-être qui relève de la récréation, comme vous dites. On a vu que Belaïli a été victime de cris racistes et d'insultes. Comment vous réagissez à ça? Et je sais pas, moi personnellement, je trouve que ailleurs ou sur d'autres stades, c'était l'indignation totale et Belaïli n'a pas eu le soutien ou l'indignation qu'il mérite. Moi, ils jouent tous dans 2 heures là. Non, c'est vrai, ils jouent tous dans 2 heures. C'est pas toujours des blagues, les mecs. Hein. Tous nos équipes jouent à 15 heures, la plupart. Mais Issa qui a dû démarrer, elle va jouer à 14 heures. Ouais. Donc, je lui ai laissé, évidemment, un message pour l'encourager dans ce sens-là, mais pour connaître Youssef, croyez-moi que ça, c'est tout à fait anormal. C'est tout à fait incroyable que personne ne réagisse là-dessus. Quoique en France, il y a eu un petit peu, ça a bougé un petit peu. Le club a réagi, je pense. Pas du tout. Ok. Donc, moi, je lui ai envoyé un message dans ce sens-là, mais ils sont tombés sur un oiseau rare. Ça glisse sur lui, ce genre de choses. Même, il était dans son penalty raté. Il faut vite que je marque des buts, il faut vite que je truc, mais ça m'a ça, la chance qu'on a, parce que ça serait tombé sur quelqu'un d'autre, peut-être que ça l'aurait affecté. Mais ça, c'est pas normal, hein. C'est pas parce que que ce soit normal. السلام عليكم كوتش. شفية سعدي قناة الوطن وان تي في. فيما يخص سؤالي في تاريخ مواجهات المنتخب الوطني الجزائري للمنتخب الكاميروني متمكناش من الفوز على المنتخب الكاميروني إلا في مباراتين وديتين وانهزمنا في 4 مباريات رسمية وتعادلنا في 2. هل المنتخب الجزائري الآن أو حاليا قادر على تخطي هذا التاريخ الأسود والنهوض من نفس المكان اللي سقط فيه؟
بون ديجا رد شويه على هذا السؤال اخينا بس معليش انا هذيك لا ريبونس انا جو بونسي سيتي مباراه واحده اللي فوزنا عليهم. نعم. دونك ان ماتش. لكن غير رسمي. غير رسمي. مباراة ودية. Ouais, match amical. Donc, vous avez dit deux, non? Deux victoires. Oui. Donc c'est une victoire. Ok. Non, sur les statistiques, ils ont évidemment les résultats en leur faveur. Ça c'est, on peut pas. Ça fait quoi, une dizaine de matchs, une victoire sur un match amical. Aller savoir s'il y avait l'ensemble de leurs joueurs, l'ensemble. Donc, les résultats en leur faveur. Ça, une Coupe du Monde de toute manière, qu'est-ce que l'Alem? Ça peut pas être un match adi contre une équipe adi. Non, c'est quelque chose. Il va falloir faire quelque chose d'exceptionnel. Il va falloir faire une performance exceptionnelle contre une équipe dans laquelle on a été jouer la Coupe d'Afrique. Moi, me donne la force. Quand même, dans toutes les équipes qu'on aurait pu jouer, les 5 équipes, on est tombé sur l'équipe. La Coupe d'Afrique qui s'est pas mal passée, où on a été si brillant, et on va retourner là-bas. Donc, je prends ça par le bon. Moi, j'ai de nature optimiste et ambitieuse. Donc, on va devoir faire le très gros match, peut-être un des matchs que l'équipe nationale d'Algérie n'a peut-être jamais fait. Voilà, il va falloir sortir. Pour ça, c'est une Coupe du Monde. Ça peut pas être un match simple, ça peut pas être un match contre une petite équipe, ça peut pas être un match dans un contexte normal, c'est un contexte anormal contre une équipe vaillante, une équipe qui va vouloir y aller avec une équipe orgueilleuse. Si il va falloir le mériter, il va falloir faire beaucoup de choses. Salah Faisal, Al24 News. On a parlé beaucoup du stade Japoma. Bon, on va pas revenir sur le stade. On va parler un petit peu sur notre adversaire, le Cameroun, qui a marqué beaucoup dans cette Coupe d'Afrique des Nations, mais il a encaissé aussi beaucoup. 7 buts en 7 matchs. Que pensez-vous de cette équipe du Cameroun, qui a une belle attaque avec Ekambe et aussi Aboubakar Vincent? Et surtout, est-ce qu'il y a eu certains de votre staff technique à suivre les matchs du Cameroun dans cette Coupe d'Afrique des Nations après le 22 janvier? Merci beaucoup. Toi, tu poses toujours des bonnes questions. C'est bien établi. Ben ça, la réponse, c'est la chute est toujours un peu bizarre et toujours d'une évidence. Si on n'étudie pas les équipes, on les met alors que. Tana. Ah, mais. Ouais. Donc c'est un petit reproche. Présentiel. Là, pas de problème. Non, il n'y a pas besoin d'être dans les stades. C'est vrai que dans les stades, tu vois. Ouais. Mais ça, maintenant, il y a des logiciels où tu peux voir peut-être même mieux que dans le stade. Mieux. Tu arrêtes, tu trucs, les images, tu les décortiques, tu fais tout ce que tu veux. Même si j'aime bien aller dans les stades, c'est vrai que tu vois des choses. Mais maintenant, avec les nouveaux logiciels, c'est pas Meshik Mabekri, la vidéo, la cassette vidéo VHS, au truc, tu dois rembobiner, ou mettre fou à l'autre. Là, tu vois plus clair que clair. Et nous, on n'a pas vu juste les matchs de la CAN, on est sur leurs 13 derniers matchs. 6 matchs de qualification Coupe du Monde. Voilà. 6 matchs qualifiés. C'est quoi le résultat? Attends, 1-0 contre la Côte d'Ivoire. Et match aller. Non, ma trage téléphone, c'est 2-1 pour la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire. Donc, et champ de patate exactement. Et leurs 2 buts, c'était sur des pénaltys, que ce soit les buts qu'ont marqué le Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire ou que ce soit à domicile, c'est 2 buts sur pénalty. Un but à domicile de Toko Ekambi, et là-bas, c'est celui qui joue à droite. Ngama 2. Donc, non, on observe, mais si on observe, on dissèque. Ça, je n'en dirai pas plus, puisque là, je ne veux pas dévoiler les cartes, mais en tout cas, on est. Ouais, vous savez, hier, c'est la récréation, je marchais
avant-hier. On a marché en ville et il y a un policier qui est sorti tard la nuit, parce que le jour c'est difficile. La nuit, j'ai bien dit la nuit. Il reste quelques vampires, ça va, ça passait. Donc tard la nuit, on marchait, on est passé devant une ambassade et un policier qui est sorti comme ça de nulle part. Et il m'a dit attention Toko Ekombi, Boubacar et l'autre au milieu de terrain, Ma'arafch Esmou. Après là, Haous, oui, Anguissa. Donc, شوف احنا الكرة القدم في الدم تاعنا. Il m'avait fait l'analyse du truc, alors que nous ça fait 13 matchs qu'on analyse. Lui en sorti comme ça de son bureau ou là de son truc, il m'a dit il a simplifié 3 joueurs. Ça il a raison hein. Anguissa, Inch'Allah, il s'est blessé contre Barcelone. Bonjour. Tofiane Belkibel Haya TV. Ma question est la suivante. Entre 2019 et... هو تاني professionnel تاع les questions. Toi, Thomas Zouj, là, c'est Dupont. Ma question, entre 2019 et 2022, mis à part le côté sportif, les Algériens ne doutent plus de leur équipe et de la qualité de ses joueurs. Quelle est la différence entre ces 2 éditions? Il fallait la poser, cette question, coach. Ça fallait la poser au début, parce que je pense que j'ai répondu à... Finalement, c'est une réponse à ta question, ça. Non, il y a un cheminement qui s'est fait. On a essayé, je vous dis, à chaque sortie de cette équipe nationale, à chaque fois, essayer de donner le meilleur visage que l'on pouvait sur le moment T. Ça nous a échappé pour les raisons que je viens de vous donner sur cette CAN. Inch'Allah, le côté Kchab, il est sage et il attend beaucoup de son équipe nationale. On le verra, Inch'Allah, on espère qu'on leur rendra, on fera tout pour leur rendre avec la confiance qu'il a sur ces 2 prochains matchs. Merci, coach. Voilà, merci. C'est bon? Merci bien. رسالة للشعب يرحموا والديك والجمهور تاع بولينا هذه لازم